Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir sur ma chaîne, sur la chaîne La Vérité en Marche, Nadine Touzeau, pour nous parler d'une de ses théories scientifiques, d'un sujet particulier qui résonne beaucoup en ce moment, justement dans la presse, compte tenu des dernières innovations de notre cher Zuckerberg. Vous allez vite comprendre, ce sujet, ce n'est autre que l'avatarisation et le métaverse. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, super bien. Et toi? J'espère que tout le monde, tous nos auditeurs vont très bien aussi, se portent bien. Eh bien, ça va très bien, je te remercie également. Très content de te recevoir pour ce sujet qui va être très intéressant, je pense, parce que le virtuel et ce qu'on peut en faire finalement dans son quotidien est quelque chose qui nous touche tous les jours. Et je pense que tu vas pouvoir nous éclairer justement sur notre comportement dans cette toile du virtuel, que ce soit un comportement conscient ou inconscient, caché ou sincère. Bref, je pense que tu vas bien nous accompagner là-dessus. Peut-être que pour commencer, pour ceux qui voudraient comprendre, bien sûr, la théorie de Nadine, je vous invite à aller regarder sur son blog, son article. Vous pouvez aller regarder donc sur Nadine Touzeau, publication scientifique, et vous trouverez donc parmi les premières théories, les 5 théories, l'article sur l'avatarisation. Mais bien sûr, elle va vous expliquer déjà de quoi il en ressort tout de suite, et puis on va échanger comme d'habitude sur le sujet. On vous amènera, vous allez voir en fin de vidéo probablement, puisqu'en préparant le sujet, on s'est découvert finalement des petites sensibilités sur ce sujet et sur la période. On vous réserve des surprises. N'en doutez pas, ce sera à mon avis intéressant. Restez jusqu'à la fin. Alors Nadine, est-ce que tu peux déjà peut-être nous donner quelques éléments, peut-être de définition, parce que pour tout le monde, c'est peut-être pas très clair ce qu'est la notion d'avatarisation. Est-ce que déjà tu peux, oui, effectivement, nous donner une définition, vulgariser finalement ce que c'est? Alors oui, déjà merci d'avoir pensé à ce sujet et de l'avoir enrichi tous les deux pour pouvoir en parler parce que on est extrêmement en retard sur tout ce qui est la cybercriminalité, comment s'en protéger et toutes les problématiques de l'humain par rapport à l'outil connecté, les réseaux sociaux et tout ce qui en suit derrière. Alors que ça fait quand même des années qu'on est plusieurs à alerter et qu'en ce qui me concerne, ça fait ma théorie scientifique, elle date minimum de 2013, sachant que la cybercriminalité évolue tous les jours, est censée évoluer tous les jours. En tout cas, la cybercriminalité, c'est sûr, mais sans protéger, c'est certainement pas. On s'ennuie d'ailleurs dans ce domaine en ce moment parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vraie protection. Ça tourne toujours autour de la technique et c'est franchement désagréable. Et donc je te remercie beaucoup. C'est une des théories scientifiques que j'ai créées et révélées, parce que j'en ai d'autres que je n'ai pas révélées quand même, sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel, qui a fait l'objet à l'origine donc, de certains éléments dans mon livre Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. Donc, l'édition de 2015 n'est plus disponible, mais c'est celle de 2018 qui a été remise à jour, qui est encore disponible aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies ou sur Amazon aussi, ou JMG Édition, qui est mon éditeur. En effet, tout est inscrit dans mon blog, mon site web nadinetouzeau.com. Il y a une partie sur les théories scientifiques et une partie aussi sur les publications scientifiques où je parle également de mes théories pour les protéger. En fait, c'était une façon de les protéger puisque je suis un chercheur indépendant et que comme je ne suis pas dans les lobbies et ainsi de suite, forcément, et les sciences de comportement ont 130 ans de retard quand même en France minimum, forcément c'est ma place et ça elle me va très très bien. Donc, l'avatarisation est venue un petit peu naturellement suite en fait, j'avais des copines qui étaient sur Mythique et puis il y a eu toute une histoire que je raconte justement dans mon livre Net Profiling pour en arriver à se rendre compte que quand elle est arrivée à son rendez-vous avec la personne sur qui elle avait craqué par photo, il venait avec un bouquet de violettes. Elle avait bien repéré le bouquet de violettes au bout d'un certain temps. Enfin, il y a toute une histoire. Mais quand elle a vu le monsieur, c'était pas le même. C'était pas du tout le même. Et Mince. voilà, on s'est pris une bonne crise de fou rire. On était là pour lui remonter le moral, mais en fait, on a rigolé parce que
c'était trop drôle la façon dont elle nous racontait l'histoire. Et puis toutes les copines disaient, bah, c'est un méchant, tous les noms d'oiseaux ont fusé. Et puis moi, je rigolais, je disais rien. Puis au bout d'un moment, elles me disent, mais toi, tu dis rien, Nadine, tu pourrais dire quelque chose pour lui remonter le moral. Je dis, mais non, je peux rien dire parce qu'en fait, cet homme-là a fait comme la plupart des personnes, ont utilisé l'outil connecté pour vivre une image qu'il avait décidé de se créer, tout simplement. Et c'est ça, l'avatarisation. Ça résumerait comme ça. C'est qu'en gros, l'outil connecté permet, nous, en tant qu'êtres humains, de se créer un ou plusieurs images différentes de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on aurait envie d'améliorer en nous, de ce que l'on veut faire de différent ou carrément complètement opposé de ce qu'on est, histoire de vivre quelque chose d'autre de ce que l'on vit dans notre vie réelle et quotidienne. C'est ça, résume en fait. Sauf que parfois, ces comportements derrière l'écran joués, plus ou moins joué du reste, plus ou moins longtemps, en fonction de tout un tas de choses, en fonction de qui on est, pourquoi on le fait, quel est le mobile, quel est comment dire, le dessin de ce projet. Est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est malsain, est-ce que c'est volontairement malsain, est-ce que c'est innocent, enfin il y a plusieurs raisons, fait que ça peut parfois se reproduire dans le réel. Parfois, tout ou partie de cet avatar peut revenir dans le réel. Donc, la théorie, comme je suis quelqu'un, moi, hyper basique, entre guillemets, sur certaines choses, il fallait que je nomme mes théories, et elles ont toutes des noms très simples. Et moi, je me suis dit, voilà, on crée des avatars. Eh bien, non, je l'appelle avatarisation, tout simplement. Voilà pour la compréhension. Elle est basique, elle n'est pas scientifique, mais ça permet de comprendre, je pense, l'environnement. Oui, après, oui. c'est plus compliqué. Bah, je pense que c'est assez clair, c'est très clair, effectivement, de comprendre qu'on se crée un profil derrière, finalement, une application, derrière, ça peut être un réseau, derrière, finalement, c'est quelque chose qui est lié à la toile et qui nous reflète ou qui ne nous reflète pas vraiment. Et qui Non, fait... ce n'est pas forcément un profil. Ça peut être simplement dans ma façon d'écrire, dans ma façon de répondre, dans ma façon d'envoyer un email, dans ma façon de commenter quelque chose, je vais me donner une image qui n'est pas celle que je suis. C'est déjà un Ah oui, avatar. c'est beaucoup plus large encore. C'est déjà encore, effectivement, d'accord. Ouais. C'est pas que le profil, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Ça peut être, on va prendre l'exemple. J'ai envie d'espionner telle société. Je vais me faire passer pour quelque chose, je vais éventuellement acheter un diplôme pour me faire recruter, ainsi de suite. Je suis moi-même un avatar que je reproduis aussi dans le réel. D'accord. Donc tout est faux. C'est du fake, en fait, si tu préfères. Ou alors, ça peut être, je vois quelque chose sur Facebook, un post, et je réponds, et je vais répondre des opinions qui sont différentes de ce que je suis. J'avatarise mes propos, ma pensée. Donc, est-ce qu'on peut dire finalement que l'avatarisation, c'est le masque qu'on se met pour finalement mettre en scène un propos ou une action dans le quotidien, que ce soit à travers des réseaux ou non? Mais pas forcément. Parce que parfois, la personne se voit comme l'avatar. C'est là où je dis que ça se reproduit dans le réel. D'accord. C'est soit je crée une identité. Moi, j'aime mieux la notion même pas de profil, tu vois. Je crée Par exemple, j'ai envie de jouer le rôle de je ne sais pas quelle actrice et je me considère que je ressemble à telle actrice et donc je joue ce rôle et ainsi de suite. Et pour encore mieux lui ressembler, je vais utiliser des outils aujourd'hui comme les selfies qui modifie un petit peu le visage, qui l'englobe, etc. Ou comme pour cette histoire de cette copine qui s'était fait avoir avec un profil faux. Oui. Voilà, il s'est fait passer pour un homme de 40 ans. En fait, il en avait plus de 50 quand elle l'a vu. C'était bien lui, il est vraiment très, très, très fortement vieilli. Et du coup, voilà, il a menti sur son âge, il a mis une vieille photo, il a menti sur d'autres choses et ainsi de suite pour attirer les femmes parce qu'il ne voulait plus rester célibataire. Donc, il a joué un rôle et peut-être que dans sa tête, il ne se voyait pas vieillir, qu'il trouvait que cette photo le ressemblait le plus aujourd'hui et que dans la glace, il a décidé de ne pas regarder quel genre d'homme il est et que ça l'arrangeait, tout simplement. Ou alors, il a compris que pour attirer les femmes, il fallait qu'il se montre vieilli. C'est toutes ces choses-là qui fait que c'est différent. Ou alors, j'ai envie les trolls, par exemple. Tu prends un troll. Les trolls, ce sont ceux qui mettent ces spécialistes des mauvais commentaires, des faux commentaires. C'est des gens souvent qui s'ennuient dans leur vie ou dans leur journée et qui ont décidé de raconter tout un tas de mensonges, tout un tas de méchanceté envers les gens. Ça fait des dégâts très lourds. Hein. Il y a des gens qui se suicider, qui ont perdu leur entreprise. C'est pas rigolo du tout. Hein. C'est très mauvais. C'est très dangereux.
Et on les repère par les IP, hein, donc sachez bien que vous ne pouvez pas vous cacher longtemps. Même avec des proxys, vous ne vous cacherez pas longtemps. Donc un troll, eh bien, il va passer sa journée à mentir, à raconter, mais moi je connais, ça c'est nul, ça vaut rien. Souvent, ce sont des propos qui sont creux, qui n'ont pas de richesse de contenu et qui mettent bien en avant de la malveillance dans le but de nuire et de détruire la personne. Donc, voilà, ça c'est une forme d'avatar. D'accord. En fait, ce que tu dis dans ton article, c'est qu'il y a souvent une fin malveillante finalement derrière l'avatarisation. Donc, est-ce qu'on peut finalement assimiler l'avatarisation à une forme de perversion et une forme d'illusion de soi-même, puisqu'on se met en scène par rapport à une fin qui serait, ça ne veut pas dire que ça l'est tout le temps, mais qui serait en grande majorité malveillante, une fin malveillante. C'est pas bête du tout, c'est une forme de perversion en effet. J'y réfléchis en même temps que tu me parles. Mais parfois, elle est involontaire, en fait. Il peut y avoir la perversion dans le but je suis malveillant volontairement parce que je fais un faux profil pour me faire recruter et parce que j'ai décidé, on m'a dit qu'il fallait que je sois un spy dans le truc, donc je fais le truc et je joue bien le jeu, ou parce que j'ai envie de travailler dans cette société et pas une autre, ou parce que j'ai envie d'avoir des données et des informations. Donc ça, c'est ce qui est le plus courant, c'est de faire des faux profils pour avoir tout un tas de données et d'informations sur des entreprises, des gens, et ainsi de suite, et faire croire que. C'est une forme de manipulation qui est extrêmement malsaine, donc ils jouent des rôles. Et l'écran, c'est facile parce que vous êtes caché derrière un clavier, une souris et un écran, et du coup, derrière, c'est super facile de pouvoir dire on ne me verra pas. On sera pas, on va pas m'appréhender parce qu'on ne sait pas que c'est moi de chez moi qui fais ça. Mais si, on peut parfaitement vous collecter et vous remonter. Alors, même si vous mettez des proxys, on peut le faire. Et évidemment, pour un cybercriminel pointu, ça va être déjà un peu plus dur. Ceux dont c'est leur métier de jouer des rôles, de faire des avatars, entre guillemets, dans le sens où c'est leur rôle, soit parce qu'ils travaillent pour la défense, soit ils travaillent pour des entreprises en freelance pour le faire. Et des cybercriminels, il y en a plein, ou pour gagner leur vie, hein, qui vont pomper de l'argent à droite, à gauche, ou des données qu'ils vont revendre dans le dark web. Donc ça c'est extrêmement courant. Ça fait partie de leur job. Et là, ils vont jouer des tonnes de rôles. Et ça ne va pas vraiment se reproduire dans leur vie privée parce que ça fait partie de leur taf, en gros. C'est leur job. Mais pour la partie des personnes où ce n'est pas vraiment leur job, où il faut qu'ils fassent certaines choses pour jouer un rôle, pour obtenir quelque chose d'en face, qui peuvent être par exemple l'arnaque au sentiment ou l'arnaque au phishing, faire de l'arnaque au président, qui, je rappelle, ce sont des actes cybercriminels qui n'utilisent que très peu de techniques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité humaine. Hein, je rappelle, et ça représente énormément en termes de cybercriminalité. C'est affreux, c'est affolant ce qui peut exister, mais comme on dit que la cybercriminalité, c'est que de la technique. C'est des intrusions par des malwares, par des virus quelconques ou des passwords qui sont mal donnés, et ainsi de suite. Ben non, c'est pas vrai. Il y a Deloitte disait en 2018 que 63% des cyberattaques ne sont que du fait de l'humain et pas que des maladresses. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt 70, 75, voire 80%. Or, on ne protège la cybercriminalité qu'avec le technique. Donc, tous ces gens qui appréhendent des personnes par des emails, par des chats sur les réseaux sociaux ou en dessous par les messengers ou tous ces trucs-là, pour avoir des données, tu travailles où, tu fais quoi, t'es belle, machin, etc., pour avoir de l'argent ou pour avoir de l'information. Oh, bah attends, là, je suis peinard parce que tu sais, mon patron, il est parti en vacances pendant une semaine. Ah ouais, alors tu vas pouvoir finir plus tôt, ouais. Ou dans les bus, tout ça. Tout ça, c'est la prise d'information. Les gens ne se rendent pas compte. Ils se disent, mais non, il ne faut pas non plus aller à la paranoïa, mais la prise d'information se fait partout. Eh bien, ils jouent des avatars. Ils jouent des rôles. Ça, c'est, entre guillemets, professionnel, entre guillemets. Et puis, il y a les autres derrière qui vont, par exemple, on avait fait une petite vidéo là-dessus avec une entreprise qui est spécialisée pour faire justement des avatars au cinéma. Donc, on avait fait des ça. Masques, vraiment, des masques. Ouais, tu sais, ils jouent des personnages, je trouve c'est rigolo, c'est super bien fait. Et je leur avais dit, mais c'est pas du tout congruent avec les comportements humains. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas congruentes. Je leur avais appris 2-3 choses et je pense qu'ils ont dû évoluer depuis. Et on avait fait quelques avatars pour expliquer ce que c'était que le cyberharcèlement et que donc il y a des gens qui ne se rendent pas compte, qui jouent des rôles de cyberharceleurs, enfin des rôles qui sont cyberharceleurs. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que ce sont des cybercriminels et quelque part, c'est un avatar. Parce que, par exemple, telle actrice a de la cellulite.
donc on voit qu'elle a de la cellulite, ça va être mis en avant. Et derrière, ils vont dire, ouais, non, mais t'as vu, c'est pas bien la photo, machin, t'as vu, cellulite. Et hop, sur les réseaux sociaux, vas-y. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est un être humain qui reçoit les informations, actrice ou pas, premièrement. Que deuxièmement, elle ne s'est peut-être pas regardée. Et que troisièmement, c'est peut-être pas une vraie photo. Et quand bien même, eh ben, elle a le droit d'avoir la cellulite. Et après, quand vous discutez avec cette personne, c'est, ah non, c'est pas bien le cyberharcèlement. Ah non, il faut surtout pas faire ça. Et là, vous avez fait quoi, là? Ah ben non, c'est pas moi. Puis c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Si, si. Ouais. Et c'est un avatar. Ça fait partie de l'avatar. Et il y en a plein. Donc, ça veut dire que ça court les rues. C'est partout. Les gens qui se défoulent derrière les écrans. Et surtout en ce moment avec ce qui se passe, la guéguerre entre les injectés et les non-injectés ou les vax et les non-vax. Bon, eh ben, ça y va à fond la caisse. Mais parfois, ils connaissent la personne et quand ils la voient en vrai, ils n'ont pas du tout le même discours. Ils ne parleront pas de la même manière, ils ne vont pas les critiquer de la même manière, voire ils vont se taire, voire ils vont dire ouais, non, mais j'étais peut-être pas bien luné ce jour-là, alors j'en ai fait un peu trop. Et oui, Ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire, voilà. Vous voyez, et ça, c'est courant. Mais c'est une forme d'avatar. Et on utilise beaucoup l'outil connecté pour se défouler. Et du coup, eh bien, on va créer une autre puissance de soi autrement, soit en se disant, bah, de toute façon, on ne vient pas m'appréhender, donc je ferai ce que je veux, soit de vivre carrément une autre personne, de se modifier sur la base de soi ou carrément sur une autre personne qui n'a rien à voir avec vous, qui n'existe pas, ou un idéal que l'on a, qu'on a envie de reproduire. Oui, je vois très bien. Alors, finalement, on pourrait dire que ces comportements, on pourrait les assimiler presque à une forme d'irrationalité, finalement, de ceux qui se mettent dans ces personnages-là. Parce qu'on parlait de perversion, finalement. Et on sait déjà depuis Platon que, de manière générale, la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et l'avatarisation, c'est justement déjà frauder les mots, finalement. Frauder les mots Oui. pour frauder sa personnalité, frauder. Et donc, finalement, ce qui conduit à cette fameuse perversion, et ce qui conduit finalement à une forme de surmoi, volonté de surmoi, c'est-à-dire se faire passer pour ce qu'on n'est pas, comme tu dis, reproduire partiellement une autre réalité que ce qui est vraiment la réalité, en fait. Donc, c'est Oui, entretenir une forme d'illusion. oui, oui, tout à fait. Ou c'est créer une illusion parce qu'on Ou n'est c'est pas créer. satisfait de ce que l'on veut dans notre vie. Et quand tu parles du comportement des mots derrière l'écran aussi, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que le net profiling, justement, c'est d'analyser le comportement derrière les écrans et c'est souvent par les mots. Quels mots utiliser, quel rythme, quelle fréquence, comment c'est écrit, etc. Mais derrière, il y a un être humain. Donc, on arrive à comprendre le comportement de cet être humain qui croit se cacher derrière une fausse photo, des faux comportements écrits, ou des silences, ou des profils qui sont silencieux, ils ne voient rien du tout, puis on sent que c'est du spying. Y a plein de choses en fait, donc c'est extrêmement complexe. Et finalement, il y a les mots, mais il y a le comportement, parce que c'est le cerveau qui va quand même dicter le comportement. Complètement. Je me rappelle sur une affaire sur des jeunes qui ont été victimes de sextape, qui travaillaient dans les groupes Céveso. Eh bien, sur cette affaire-là, c'est les comportements des mots, c'est le profil qui était sur Facebook, où on a pu se rendre compte derrière, d'abord, ce n'était pas des femmes. Moi, j'ai vu tout de suite d'où ils venaient, donc c'était la Côte d'Ivoire, mais je l'ai vu, c'était une question de quelques secondes. Donc, on a remonté les IP, elles étaient bien là-bas. Et ils n'ont même pas mis aussi, mais là-bas, ils n'ont pas vraiment de moyens, ce qui a peut-être changé depuis. Bref, et je les ai claqués en très peu de temps. Ça a été très vite, ça a été protégé, alors qu'ils voulaient, à la fin, obtenir des données des groupes Céveso parce que les rançons n'ont pas été payées pour éviter de mettre les sextapes sur YouTube avec les noms et compagnie. Parce que ces gens-là n'ont pas des noms, mais par contre, les clients avaient bien des vrais noms. Et donc, le groupe Céveso n'a jamais rien su. Tout a été protégé, mais je ne vous raconte pas les quarts d'heure qu'ont passé ces jeunes hommes, parce qu'il y en a eu plusieurs, face à ce réseau-là. Et ce sont des réseaux organisés. Hein. C'est des avatars, ça, on est sur l'arnaque au sentiment. Ce sont des réseaux très organisés et maintenant, ils sont sur le territoire de leurs victimes. Avant, ils étaient tous, surtout dans un pays d'Afrique noire, dans les cybercafés, pour gagner leur vie, pour occuper leur journée. Et comme ils se rendaient compte que ce qu'on leur posait, c'était facile à les coincer, il suffisait de leur poser quelques questions. T'habites où? Ah ouais, d'accord, alors même si on ne connaît pas, nous on voyait bien en France ce qu'on pouvait dire, puis on les coinçait direct, quoi. Oui. C'est que ah bah tiens, il fait quel temps aujourd'hui déjà, rien que ça. Alors le temps qu'ils répondent, attends, tu peux répondre, ils étaient en train de regarder sur Météo France. Mais sauf que des fois, la Météo France n'est pas juste. Donc voilà. Exactement.
les coincer très rapidement. Donc, le réseau, maintenant, s'est étendu avec des gens en place en France. Et quand vous regardez leur adresse, quand vous googlisez leur adresse, ben, la plupart du temps, c'est un truc complètement abandonné ou ça n'a rien à voir avec eux. Et c'est la même chose, sauf qu'ils sont plus organisés, ils sont plus présents et ils font des arnaques encore plus pointues, toujours dans la notion de l'argent et de l'humain, mais pas tellement sur la technique. Et ça, ils jouent des rôles. Et ils jouent des rôles sans scrupules. Ils rentrent chez eux le soir, tout va bien. C'est ça. C'est moi, quoi. C'est un boulot. C'est un vrai boulot, mais c'est de l'avatar. C'est que c'est un peu comme finalement s'ils avaient plusieurs vies. C'est-à-dire, on voit parfois des gens qui se font épingler parce qu'ils ont une maîtresse ou autre. Ils sont obligés de jouer un rôle finalement par rapport à leur femme. Donc, ils sont déjà dans une phase d'avatarisation. Mais en fait, je dirais que ce soit les mots ou le comportement, comme tu dis très justement, cette avatarisation, ça révèle finalement la profondeur de chaque individu, donc ça révèle un petit peu son âme, puisque tu arrives facilement à les détecter, tu détectes finalement leur âme, c'est-à-dire eux, ils ne s'en rendent souvent pas compte finalement de leur propre comportement, mais toi, grâce finalement à ton profiling, à ton approche d'études comportementales, l'étude du comportement, c'est d'abord ce qui est lié à l'âme finalement, parce qu'on est tous animés par quelque chose. Les mots qu'on utilise ne sont pas le fruit du hasard, les comportements qu'on a ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le fruit de conditionnement et essentiellement de conditionnement de notre environnement, de notre éducation et de beaucoup d'autres paramètres. Est-ce que tu peux nous dire effectivement qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport finalement à cette notion d'âme et j'allais dire de corruption finalement de l'âme, que ce soit une corruption affective ou une corruption financière, qu'est-ce que tu peux et ce lien avec, ou pas? Parce qu'en fait, ça révèle leur vraie nature, donc leur vrai profil. Exactement. Donc, ça met l'âme à nu. C'est-à-dire que des gens comme toi et moi, on ne serait pas capable de faire ça. Ce n'est pas notre truc. Bon, sur les affaires, quand je travaillais sur les affaires criminelles, si, j'utilisais, j'avais pas vraiment de faux profils, mais j'utilisais d'autres profils pour aboutir à ce que je voulais. Parce que je n'avais pas de faux profils. Mais je faisais mon job pour appréhender des personnes malveillantes. Par contre, il est clair que ça révèle le côté noir de la personne, ça révèle le mauvais côté de la personne. Et donc, oui, ça révèle la noirceur de l'âme, si tant est qu'ils en aient une. Parce que là, ce n'est pas gagné. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de respect de son âme. Et la conscience, cette notion de conscience. Parce que là, ça va encore plus loin. Parce que l'âme, c'est une chose qui est très importante et ça va loin. Mais la conscience va encore un petit peu plus loin. Parce que là, c'est de dire, consciemment, est-ce que je suis capable de faire du mal ? Consciemment, est-ce que je suis capable de tricher sur moi ? Consciemment, est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est bien pour ma conscience ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que c'est bien pour mon âme ? Mais il faut déjà avoir fait un travail sur soi pour arriver à ce type de questionnement. Ben, c'est clair. Il y a beaucoup de gens, ils n'en ont rien à faire. Et puis, mais il faut savoir aussi que beaucoup de gens font ça pour des raisons alimentaires. Tout ce qui est arnaque au sentiment, c'est beaucoup de l'alimentaire parce que ils se sont dit c'est une manne facile pour pouvoir voler les blancs. Je dis franchement parce que c'est ça. C'est des vieilles enquêtes, tout ça qu'on a fait et qui existent toujours. C'est quand on considère que le blanc est riche, donc on va le spolier pour récupérer l'argent qu'il nous a volé. Il y a beaucoup de ça. Quand on avait appréhendé des cybercriminels, c'est ce qu'ils disaient. Oui, c'est toujours un peu le même problème finalement. Oui, c'est une question d'argent pour ce genre d'avatar, pour l'arnaque au sentiment. L'arnaque au sentiment, c'est ça. Sauf qu'ils ne se rendaient pas compte qu'il n'y avait pas tant d'argent que ça, que derrière, il y avait des gens qui se mettaient dans des situations critiques, voire jusqu'au suicide, parce qu'ils avaient quasiment tout perdu. Il y avait une affaire célèbre d'une femme d'affaires belge qui ne s'était pas rendu compte qu'elle s'était complètement fait avoir sur une arnaque de la sorte, qui n'était pas une arnaque au sentiment, mais presque parce qu'il y avait un peu de séduction là-dedans. Elle n'a jamais retrouvé, bien sûr, son argent. Enfin, il y en a eu plein des affaires comme ça. Et il y a très peu de gens qui ont vraiment été à l'abri parce que quand ils n'ont pas une nature à tricher et à tromper, donc ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'on va tricher sur eux, on va les tromper, on va les manipuler et ainsi de suite. Et puis, dans certaines cultures, ce n'est pas grave. Dans notre culture, c'est grave, mais dans d'autres cultures, ça n'est pas grave. Ça, c'est pour l'avatar de l'arnaque au sentiment. Parce qu'ils jouent un rôle d'un homme ou d'une femme qui ne sont pas. Ils mettent une photo qui n'est pas eux, qui est rarement noire, ce n'est pas une personne noire. Ils racontent toute une histoire qui est rocambolesque. C'est toujours à peu près le même mode opératoire. Et ils vont jouer sur les sentiments en disant toujours que la personne, elle est très belle. Alors, je suis tombée amoureux quand je t'ai vu, machin. Oui. Alors, regarde, sur VK, on est tous les deux sur VK, mais je nettoie combien par jour des comme ça ?
Genre, et toi, combien? Bon, j'aurai le temps, je m'amuserai, je leur dirai, bon, allez, dis-moi, t'es quel pays là? Juste pour voir s'il Oui. y a des. Allez, je vais remonter ton IP juste pour voir. Allez, on va rigoler un peu. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais tous les jours, j'en enlève, je sais pas, je sais pas combien de demandes par jour d'amis. Alors, je filtre, je fais attention. Et j'en ai, allez, entre 1 et 5 par jour. Mhm. C'est quand même pas mal, hein, sur VK. Oui, c'est Depuis que pas je suis sur mal. VK, c'est tout le temps comme ça. Donc, ça fait quand même pas mal. Et je ne dois pas être la seule, hein. Ça, c'est sûr que je ne suis pas la seule. Et donc, il faut être très, très prudent. Il y en a plein, puis quand vous racontez des histoires en cambolesque, qui vont vous tenir la jambe pendant je ne sais pas combien de temps pour vous dire derrière, j'ai besoin d'argent. Ah, arnaque au sentiment. Ah, Je voilà. t'aime, mais envoie de l'argent. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais vu, mais je t'aime quand même. Ça, c'est l'avatar le plus basique, le plus courant qui existe. Et ça existe aussi sur ce qu'on appelle l'arnaque au président. Quand on veut subtiliser de l'argent dans une entreprise, on se fait passer pour le président et qu'il faut faire un virement en dernière minute. On utilise ça aussi par la séduction de la secrétaire, par des trucs comme ça, ou pour avoir des informations jusqu'au moment où on sait quel numéro il faut appeler, quel jour il faut appeler, comment il faut faire pour dire. Et hop, c'est un truc, c'est hyper bien huilé. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Ça me fait penser à une histoire, peut-être que tu en avais déjà entendu parler, d'un certain Christophe Rocancourt en France. C'était un jeune qui était parti de rien, on va dire, hein, qui était pas, mais qui avait arnaqué dans une forme d'avatarisation des gens dans des grandes cités balnéaires, des gens très riches, parce qu'il se faisait passer pour le fils d'un prince héritier. Et puis, comme il avait le bagou, la tchatch, finalement, il arrivait à participer à des soirées, à se faire prêter de l'argent et à entretenir finalement ce mythe. Et il était passé à la télévision, je crois, pour raconter son histoire. Il a même écrit un livre autour de ça. Et c'était, enfin, je trouve, du Et coup, c'est l'exemple typique, finalement, où il vit cette avatarisation en se nourrissant du réel, en y greffant du virtuel. Et c'est un peu, finalement, ce va-et-vient, hein, c'est ce que tu dis dans ton article, c'est-à-dire passer un peu du réel au virtuel et du virtuel au réel. Et bah, finalement, un mélange un peu. sauf Comment? que lui, sauf que lui reste dans le réel, donc il est obligé de se faire Oui. prendre. Alors que dans le virtuel, bah, je peux te dire qu'il y en a qui, ça fait des années qu'ils font ça. Tu prends un mec comme, je crois que c'est Bad Bee. C'est Bad Bee. Ils ont tous des surnoms. Bad Bee, il s'est fait prendre dans un aéroport, mais je crois que c'est pendant 17 ans, il a arnaqué comme ça, partout sur la planète. 17 ans, mais il s'est fait gauler dans un aéroport bêtement. Et parce que c'est son ego, en fait, qui l'a attrapé. Il se sentait tellement sûr de lui. J'ai fait un peu enfin, j'ai pas fait un peu, j'ai fait son profil. Et en fait, il était tellement sûr de lui que personne ne pouvait l'atteindre parce qu'il avait ce même problème que toutes les personnes qui travaillent derrière un écran, c'est je suis protégée par l'écran. Donc, on ne me prendra jamais dans le réel. Et alors que si, il faut vraiment bien se protéger, même dans le réel. Mais pas autant que quelqu'un qui est comme Monsieur Recancourt où il est obligé de passer partout, les gens finissent par parler. Et lui, c'est presque Ah une oui. psycho. Il a un petit côté, une petite maladie psychiatrique de Oui. jouer des rôles, de s'inventer des histoires qui sont dans le réel, en fait, ces histoires-là. Elles sont bien dans le réel. Tout était un peu dans le réel, mais c'est ce même genre de choses, mais dans le virtuel, où là, c'est cet écran, cette connexion Internet qui masque, en fait, qui cache et qui autorise à le faire. Parce que même si tu n'as pas de proxy et tu peux les trouver dans les cybercafés en Côte d'Ivoire, ils vont pas se dénoncer les uns les autres, et puis c'est des nouveaux qui vont revenir, puis ils vont changer de cybercafé, et ainsi de suite. Tu vas avoir du mal à les choper. Tu vas en choper 4, 5, mais pas tout le réseau, pas tous ces trucs. Et à l'époque, quand je travaillais dessus, c'était des réseaux qui finançaient aussi du terrorisme. L'argent qu'ils récoltaient. D'accord. C'était même pas pour eux, c'était pour des réseaux derrière. C'était vraiment des vrais réseaux organisés, il ne faut pas croire. Ça pour ce cas-là. Mais après l'avatarisation de jouer un rôle derrière l'écran pour séduire, pour subtiliser des informations, pour intégrer une entreprise ou pour critiquer une société, faire un troll ou faire des faux commentaires, ça c'est encore autre chose. Et là, c'est beaucoup plus vicieux. C'est vraiment le côté noir de la personne, la partie profil noir de la personne qui se met en avant. Et finalement, comme tu disais, c'est toujours une question presque d'argent au final, cette manipulation, que ce soit affective ou autre. Est-ce que, j'allais dire, c'est pas finalement parce que si tout le monde avait de quoi manger,
Je veux dire, si la nourriture était presque gratuite, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement moins ce vice d'avatarisation à aller chercher, à toujours aller chercher autre chose, aller chercher la petite bête, aller chercher finalement une forme de perversion pour essayer de, au final, certains pour survivre, hein, parce qu'on prenait les exemples de gens qui vivent mal et qui vont arnaquer des gens en Occident via les réseaux. C'est d'abord certains pour essayer de vivre ou mieux vivre. Alors, avant de répondre à cette question, déjà, il n'y a pas que l'argent. Tu peux avoir des mobiles de type vengeance. Aussi. Quelqu'un qui veut se venger peut très bien jouer un avatar pour détruire quelqu'un. Notamment les trolls, je reviens sur les trolls, les faux commentaires, les mauvais commentaires. Ou d'autres choses qui permettent de détruire la personne d'une manière ou d'une autre. On peut aussi, pour des idéologies, ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui est les fake news, tous les mensonges divers, c'est de l'avatarisation. C'est je suis journaliste mainstream, je suis au courant de la vérité, mais je vais jouer un rôle parce qu'on m'a payé pour jouer le rôle. C'est de l'avatarisation. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Il y a ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils vont jouer un avatar alors que ce n'est pas un avatar, qui va être juste pour tester, pour sonder, ou alors pour se faire connaître qu'ils sont capables de faire quelque chose et de le révéler à quelqu'un pour soit avoir un job, soit pour une mesure comment dire, professionnelle ou une mesure de compétence. Voilà, je cherchais le mot, je l'avais en anglais et je ne l'avais pas en français. Et donc voilà. Et ça, donc ça peut être ça aussi. Ce n'est pas uniquement l'argent. Après, pour répondre à ta question, plus on sera dans un univers d'amour, et donc aimer, c'est permettre à tout le monde de se sustenter en fonction de ce dont on a besoin, et moins on aura de risques forcément de malveillance, de tout ce qui est mal. Plus on aura aussi un système éducatif qui montre qu'on ne doit pas faire du mal aux gens, qu'on doit être le plus clairement possible, considérer que ce que l'on fait aux autres, ce n'est pas ce qu'on aimerait recevoir soi-même. Ça tourne encore une fois autour de l'amour, et moins on aura ce genre de difficultés, mais dans quelque délit que ce soit, en fait, quelque délit que ce soit, de quelque nature que ce soit. Bon, aujourd'hui, on est dans une guerre d'information, on est dans une guerre digitale, on est dans un univers tout simplement digital, donc les armes aujourd'hui, ce ne sont plus les couteaux, enfin il y en a encore, hein, les armes quelconques, les bombes ou tout ce que tu veux, ou pour faire des crimes, on peut tuer autrement. Sauf que derrière un écran, il faut savoir qu'on parle de cybercriminalité, mais il n'y a pas de crime comme dans le monde réel. Là aussi, c'est différent. C'est que s'il y a un meurtre ou un crime par rapport au cyber, c'est un dommage collatéral. Ou alors, ce qui s'est passé un jour dans un hôpital, il y a une cyberattaque et quelqu'un qui était en pleine opération, il est mort. Voilà, c'est un dommage collatéral. Mais il n'y a pas de meurtre dans le sens propre du terme. Tu vois, la notion déjà digitale, on meurt dans le réel, on peut te tuer dans la rue d'une manière ou d'une autre, ou couper les freins de ta voiture pour te tuer. Il y a plein de choses. Dans le virtuel, on ne peut pas faire ça. Ou alors, c'est parce qu'on va te couper l'électricité et que tu en as besoin pour dormir, ou c'est une machine spéciale, ou je ne sais pas, un truc médical qui fait qu'ils te font le courant. Et là, oui, tu vas mourir. Mais sinon, c'est par dommage collatéral, le suicide, notamment, qui fait que, parce qu'il y a des gens qui sont suicidés de ce genre de choses, c'est très grave, hein, c'est vraiment très grave. Oui. Mais il n'y a pas de crime dans le sens propre du terme. Donc, le temps qu'on le chope et qu'on dise cette personne, elle s'est suicidée à cause de vous, il faut le prouver en plus. Ah oui, c'est pas facile à trouver le lien de causalité. Voilà. Oui. Voilà, les preuves et des indices et ainsi de suite, ça va être encore plus compliqué. Donc, tu vois, c'est sournois, c'est vraiment c'est particulier ce monde digital. Il faut bien intégrer ça. Donc les incidences sont beaucoup plus lourdes qu'on ne le croit. Le monde digital accélère finalement cette avatarisation, que ce soit à travers la télé ou Internet, comme tu le suggères d'ailleurs, je crois, dans ton article. Mais est-ce que finalement, ça n'est pas d'abord l'avatarisation d'une forme d'envie de séduction, que ce soit à travers la séduction de quelqu'un, séduction à travers le commerce, séduction, parce que tout est plus ou moins séduction dans cette société de spectacle dans laquelle on vit. Donc finalement, l'Internet, ça ne fait qu'à rajouter avec des applications qui nous mettent en avant. C'est beaucoup de moins-jeux, c'est beaucoup de filtres, c'est beaucoup d'avatarisation finalement. C'est une accélération finalement de cette séduction, non? Tu ne trouves pas, peut-être un peu? Alors ça, c'est une autre forme d'avatarisation, en effet. Il y a cette forme d'avatarisation-là, mais ce n'est pas toutes les avatarisations. Comme je te le disais, par exemple, la vengeance, c'est une notion de séduction.
Mais par contre, pour exemple, il y en a d'autres. Hein. Mais en effet, notamment tous ces outils de selfie qui améliorent l'image, qui modernisent ou qui rajeunissent ou que sais-je, et qui fait que quand on se retourne dans la rue, on ne reconnaît pas la personne. Donc, on triche, en fait. C'est le fait de tricher qui n'est pas. D'abord, on n'est plus dans une société de mensonges, donc ça, les gens n'apprécient pas. Mais beaucoup de gens ont besoin de ça pour valoriser leur image, pour la mettre en avant, pour la modifier. Et ça, en fait, c'est la modernité de ne pas mettre une vieille photo. Et oui. Oui, c'est un avatar, on crée purement un avatar en faisant ça, ça c'est clair. On crée complètement, même on peut carrément changer d'esthétisme avec un vrai dessin avatar excuse-moi, j'ai loqué, ça m'arrive souvent. Bon, on va voir, c'est jamais. Tiens. À la tienne. À la tienne. À l'eau. Ce n'est pas de la vodka, c'est de l'eau. Ah oui, non, déjà, je ne bois pas beaucoup, alors si en plus c'est de la vodka, rien que l'odeur tombe par terre, moi je pense. J'ai l'impression qu'on fait l'eau comme tous les deux, on travaille l'eau, on ne boit pas de l'eau comme ça, j'ai l'impression aussi. Exactement. D'accord. On est bien d'accord. Petit aparté. Mais voilà, donc tu sais, il y a ces espèces de petites images d'avatar qui représentent notre visage, mais qui n'est pas vraiment notre visage et qui est amélioré, et ainsi de suite. Et donc déjà, là, on est dans une projection de « Oh, j'aime cette image qui me représente, cette espèce de dessin. Comme cette société qui fait des vidéos dans ce genre-là. Et qui conforte à dire finalement, voilà, c'est moderne, ça fait bien ici et là. Oui, ça peut être moderne, ça peut être. Pourquoi pas, à partir du moment où on ne triche pas sur soi. C'est de dire j'utilise l'avatar parce qu'il est rigolo, comme je pourrais utiliser n'importe quelle image ou n'importe quel dessin pour mettre sur ma photo de profil Facebook ou VK ou Insta ou j'en sais rien. Qui n'est pas à faire sur LinkedIn, qui n'est pas suggérable sur LinkedIn, mais pourquoi pas, parce que maintenant ça devient tellement Facebook, LinkedIn, moi j'en peux plus de ces réseaux sociaux non plus. Il me dépasse, c'est pas très professionnel, mais bon, j'y reste encore, mais je sais même pas pourquoi, je sais pas si je vais y rester longtemps. Et donc c'est une forme de se projeter sur une image, de se dire, elle me conforte cette image, elle me va bien, et je trouve ça rigolo, et elle peut me représenter. Ok, mais quand on vous voit en vrai, après, non. Et il y a cette notion aussi d'avatar pour se cacher derrière un profil, comme des faux noms. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils ne veulent pas être reconnus, parce qu'ils ne souhaitent pas être reconnus ou parce qu'ils n'ont pas le droit d'être reconnus. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça peut protéger, en effet, en cas de certaines situations, mais c'est pas bien parce que, pour deux raisons. La première, c'est que vous mentez à des gens qui se montrent. Ça, c'est pas sympa. Ou vous n'avez pas de raison de vous cacher. Et deuxièmement, si vous pensez que ça vous autorise à dire n'importe quoi derrière ce faux profil et cet avatar, dites-vous bien une chose, c'est qu'on peut toujours vous retrouver. Et que tout le monde est fliqué. Donc, plus on se cache, plus on montre justement cette partie noire en vous que vous ne voulez pas qu'on sache tout de vous. Mais oui. Et ça fait des années qu'on est tous fichés. Il ne faut surtout pas vous offusquer quand vous entendez oh, on va nous ficher, on va faire ci. Mais attendez, mais ça me fait doucement rire. Ça fait des années et des années et des années. Bien sûr. Simplement que parfois, on va vous dire on va passer une loi pour le faire, mais c'est juste pour simplement dire la loi est passée, maintenant on ne peut plus rien dire. Mais ça fait longtemps que c'est fait. Donc, il y a une façon de se comporter sur Internet pour noyer le poisson, entre guillemets. Et il vaut mieux avoir un vrai profil qu'un faux profil. Parce que les faux profils, c'est les premiers systématiquement qu'on va regarder. Alors donc, à partir du moment où ils creusent, vous pouvez moins vous cacher. Et oui, complètement. C'est vrai que ça semble logique. Il vaut mieux être sincère. C'est surtout ça, finalement, la base d'une éducation normale, j'allais dire, morale. Il vaut mieux être sincère et juste, authentique. Quoi. Et puis de nos jours, c'est ce que tout le monde veut. On veut du franc-parler, on veut du vrai, on veut de l'authentique, on veut plus tous ces masques, tous ces avatars et tout ça, ça c'est terminé. Alors les avatars, il faut dire qu'on est, j'allais dire, on baigne dedans déjà depuis qu'on est tout jeune, à travers les jeux vidéo, encore plus maintenant, à travers donc Internet, pour ceux qui sont nés avec la génération Internet. Mais bon, tu sais, moi je suis entre deux, donc. Mais j'allais dire, on est en train de franchir une étape supplémentaire là, justement, et ça va être peut-être notre petite transition. On est en train de franchir une étape supplémentaire avec ce qu'on appelle le métaverse. Le métaverse, apparemment, c'est un projet de ce cher Mark Zuckerberg
président directeur de Facebook, qui souhaite créer un univers totalement virtuel et dans lequel justement chaque individu aurait la possibilité de créer un personnage à part entière qui serait donc son avatar. Alors, on pourrait dire c'est un peu comme le film Avatar. Oui. C'est un peu comme ça, sauf que il n'y aurait pas encore les sensations physiques, ça sera à travers un écran aussi, parce qu'il projetterait de le lier à des lunettes 3D. Et donc finalement, de se plonger pleinement dans un univers virtuel. Est-ce que ça, c'est pas encore finalement une volonté d'accentuer cette notion, je vais dire presque cette transgression, et je vais reprendre le mot même perversion, dans le sens où dans un univers qu'on croirait virtuel, on peut s'autoriser presque tout ce qu'on s'interdit ici, et donc ça pourrait finalement aboutir à des dérives qu'on ne peut imaginer, et même, je vais dire, des perturbations très fortes de nature psychologique. Alors, c'est totalement ça. Et l'avatarisation est une façon où on peut tout s'autoriser. C'est ça aussi l'un des objectifs de l'avatarisation, c'est de tout s'autoriser ou pas en fonction de notre conscience, de notre âme, de notre profil. Alors, est-ce que tu as déjà eu un casque pour te projeter dans un univers? Non, honnêtement, j'ai jamais fait le test. Beaucoup l'ont fait, autour de moi, ils l'ont fait. Ils m'ont dit que c'était bluffant. L'exemple d'un ami proche m'a dit qu'on l'avait fait marcher sur une poutre entre le World Trade Building, enfin l'anciennement World Trade Building, et oui, voilà, exactement. Et oui, il avait peur, c'est-à-dire il se croyait vraiment comme s'il y était. Et il y en avait, ils s'accrochaient en fait, comme s'ils se mettaient au sol, ils avaient s'accrocher, ils n'arrivaient pas à marcher s'ils avaient peur. C'était vraiment très réaliste. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je l'ai fait. J'ai Ah oui. déjà vécu ça et c'est assez surprenant en effet parce que, alors, c'est pas encore des images toujours de très bonne qualité, mais tu te retrouves vraiment dans un autre univers et tu perds complètement la notion du réel. Mais tu es dans le réel, ton corps est dans le réel. Donc, tu es là, tu tâtonnes, tu te dis, tu es où, tu fais quoi. Et quand tu enlèves le masque, tu as besoin d'être assis, en fait. Et d'ailleurs, il vaut mieux même parfois être assis parce que tu as besoin d'un laps de temps pour revenir dans cette réalité. Donc, ça veut dire qu'on te fait vivre quelque chose de pas possible et probable à vivre là, à l'instant où on te met le casque, parce que tu peux être, par exemple, sur un bateau aux Antilles, ou en effet sur une poutre entre deux immeubles, ou carrément sur la Lune, ou j'en sais rien. Enfin, sur la Lune, c'est un film, hein, ça peut être qu'un film. Et du coup tu te retrouves là, par exemple, où on est là, et on te met un casque, et là, tu es projeté dans un univers où il est improbable une seconde plus tôt que tu y sois. Mhm. Donc déjà, il faut le vivre ça dans le sens de réaction émotionnelle notamment, mais aussi corporelle, où tu te projettes là, où tu te dis, mais je fais quoi là? Et là, tu vis l'environnement. Et tu bouges, tu es là, et tu as envie, par exemple, d'attraper quelque chose, mais tu peux pas, tu as des gestes, en fait. C'est assez particulier, c'est assez rigolo. Et ton corps réagit comme dans l'environnement. Mais sauf qu'on n'y est pas. Donc, il y a une forme de perversion où on peut te faire, à la limite, vivre n'importe quoi. Et ça me fait penser à des MK Ultra pour à travers un autre environnement, et que toi, tu vas tout ressentir et tout vivre, que tu le veuilles ou pas, quelque part, à partir du moment où tu as ce masque. Et donc, tu vas te retrouver à te projeter, toi, tout ce que tu es, dans un univers qui n'existe pas, qui n'existe en rien. Mhm. Mais tu vas tout ressentir et tout vivre, quoi qu'il arrive. Du plaisir ou pas, de la joie ou pas, de la tristesse ou pas, de la violence ou pas, et ainsi de suite. Tu vas tout ressentir, tout vivre, mais en perdant pied, parce que tu crois être dans cet univers, et toi, tu vas te mouvoir dans l'espace réel, mais à faire des gestes un peu ridicules même, parce que tu vis ce truc-là, alors que ce n'est pas du tout l'environnement en question. Et donc, c'est une vraie perversion de manipulation de nous-mêmes pour nous inciter à créer cela, à nous projeter. Et j'aurais tendance à dire que toutes les personnes qui ont envie de vivre leur avatar n'auront plus envie de vivre dans le réel, mais comment ils vont vivre dans le réel une fois qu'ils enlèvent le masque? C'est ça. Ça va être une forme d'addiction, ça va créer une forme d'addiction et de détournement comportemental et psychologique de la personne.
Ça va créer des traumatismes terribles et ça va créer une perdition sans nom des personnes, en fait. Parce qu'il faut faire après le discernement entre le réel et le virtuel. Je reviens, je fais quoi? Et plus ils seront dans cet univers-là, et sachant qu'ils peuvent s'en créer un et plusieurs, et plus ils auront des difficultés à se réintégrer dans le monde réel. Bien et sûr. En effet, ça donne l'autorisation à ce que leur avatar, donc cette avatarisation de faire ce que je veux grâce à cet écran, parce qu'encore une fois, c'est lié à un écran, mais cette fois-ci, ce sera un masque, mais qui va projeter par rapport à un autre univers. Donc, c'est encore une fois un outil qui va nous permettre de dire derrière, je fais ce que je veux, j'ai envie de tuer un tel, je fais ci, je fais là. Et alors, si la personne ne la connaît pas, ce sera peut-être plus facile ou pas, ça dépend s'il y a de la vengeance ou pas. Mais si la personne, il la connaît, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il se revoit dans la vraie vie et dit donc, t'as pas été dur un peu avec moi l'autre fois quand on a joué et tout. Mais non, on ne jouait pas. Ça me convenait. Avatar. Ouais, c'est ça. Mais on jouait, on avait dit qu'on jouait avant. Eh ben non, je trouve que c'est mieux comme ça. Ça va dévier complètement des comportements, ça va les orienter dans des trucs. Et je suis même sûre qu'on pourrait arriver, et on revient au MK Ultra, à leur faire dans le comportement réel des choses qui sont liées au virtuel en disant tu peux tuer un tel et un tel, tu es dans ton jeu. Oui, parce que le MK Ultra, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle le mind control, c'est-à-dire prendre le contrôle d'un esprit, d'un individu, à travers différentes techniques psychologiques et qui sont souvent d'abord des traumas. Des traumas qui sont initiés et après on arrive à manipuler la personne. Enfin, il y a d'autres exemples, tu vas nous en donner d'autres, mais le trauma est un des exemples. En gros, on va créer, en fait, on va soit alimenter un environnement qui est déjà malsain vers la personne et on va appuyer dessus et en fait, on va jouer le mal pour après proposer le bien, mais en disant que c'est normal, tu peux faire ça, et on doit confondre le bien et du mal et arriver à un moment donné à ce qu'il soit dans la notion d'appliquer le bien comme le mal sans différence, ou alors on va créer un vrai trauma et les manipuler derrière, ce qui a été fait notamment pour des tas d'enfants encore ces derniers temps, pour les autoriser à devenir tout et n'importe quoi, en fait, détourner complètement leur âme et leur conscience. C'est générique, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais on le voit sur des exemples bon, qui ne sont pas légion encore, mais quand des parents ou j'allais dire des pouvoirs publics poussent à vouloir que les enfants puissent choisir leur sexe quand ils sont tout petits, là on est dans une forme finalement de manipulation psychologique, donc on pourrait dire de MK Ultra, dans le sens où quelqu'un qui est un peu indécis, qui est enfant, qui ne sait pas comment se situer, qui n'a pas encore forgé son caractère, qui se sent masculin, féminin, peu importe son sexe de base, et qui se sent à l'inverse, on va dire, le pousser à changer de sexe vraiment, donc à devenir une forme de transsexuel, et ça existe. Puisque je sais que, je crois, Ariane Bilran, celle qui est docteur en psychopathologie clinique, a étudié aussi ce cas et elle se bat notamment aussi à travers certains écrits contre la sexualisation des enfants, qui est aussi un peu lié finalement à cette transsexualisation. Et donc là, on est vraiment typiquement finalement dans l'avatarisation poussée un peu à l'extrême et la manipulation, mais dans le réel, par des adultes. Donc des adultes qui projettent une vraie perversion sur l'ensemble de la société. C'est très grave. Et qui l'imposent. Et qui l'imposent quelque chose de normal. C'est là où c'est encore plus grave. Et moi, c'est des choses en plus qui me heurtent énormément et qui me mettent mal à l'aise en plus, qui me mettent vraiment très, très mal à l'aise. Mais c'est ça, en fait, c'est que pour moi, Meta n'est qu'une prolongation de toute cette manipulation de masse que l'on fait depuis des années. C'est juste un lien, je dirais, un fil conducteur normal après avoir implémenté Internet. Et les générations digitales que l'on a aujourd'hui, pour eux, ça va être cool, quoi. Ils vont se dire, c'est génial, on va pouvoir faire ceci, cela, sauf que c'est la déperdition totale de l'être humain. Ça détruira l'humain totalement. Et d'accepter ça, c'est l'antichambre de ce qui va arriver derrière, et notamment jusqu'au puçage, où on va nous mettre pour nous contrôler totalement. Donc, il ne faut pas accepter ce genre de choses, que de temps à autre, on soit dans un casque et qu'on vive certaines choses. Personnellement, je ne suis pas vraiment contre, parce que ça peut être sympa de visiter un musée comme ça peut être sympa, mais à condition qu'on ait un contrôle et que ce soit vraiment dans une notion
de savoir, par exemple, ou parce que quelqu'un ne peut pas voyager, on va te montrer ce que c'est que Tahiti, mais il vaut mieux à la limite lui envoyer une vidéo. Moi, je préfère des vidéos parce qu'on on a la maîtrise de notre corps, alors que là, on a des impulsions qui viennent vraiment en nous, mais franchement, on perd le contrôle. On a ces lunettes, on est dans le monde des lunettes. On perd totalement le contrôle. Une vidéo ne nous fait pas perdre le contrôle jusqu'à preuve du contraire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment être super prudent. Pour moi, c'est tuer l'humanité. C'est tuer l'humanité, et totalement, intégralement. Parce que l'avatarisation n'aura que cette place-là. La théorie sur l'avatarisation va prendre toute sa place dans ce domaine-là et il n'y aura que ça. Oui, il n'y aura que ça. En fait, c'est un peu finalement voler l'âme des gens à travers un monde virtuel comme ça. Les gens ne se rendent pas compte, souvent la détourner et presque la détruire au final. Parce que presque, j'allais dire, pour une haine contre l'humain, contre l'humanité, contre ce qu'est l'homme en fait. Et c'est ce qui conduit à ce transhumanisme. Alors même s'ils veulent nous faire croire que le méta, ça serait une société parallèle et virtuelle. J'avais vu une vidéo d'Idriss Aberkane qui disait que ça pourrait être utile, par exemple, pour certaines activités, comme par exemple pour le musée du Louvre, où il disait que le musée du Louvre pourrait vendre des œuvres sur le méta de manière virtuelle pour gagner de l'argent et le réinvestir dans le réel. Alors, sur le principe, on peut se dire que c'est bien. Mais s'ils veulent gagner de l'argent et entretenir finalement leur fondation dans le réel. Mais en fait, c'est mettre un pied là-dedans. Voilà. C'est ça tout le problème. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est mettre un pied là-dedans, à mon avis, tu vas peut-être le confirmer, c'est risquer finalement la déchéance totale de l'avatarisation. C'est ça. C'est qu'à partir du moment où on valide d'une manière ou d'une autre, c'est cautionné. Et si on cautionne, forcément, pourquoi ne pas ouvrir la porte totalement, quoi, en fait. Et là, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Idriss Aberkane. Je suis absolument pas d'accord. Je suis pas souvent d'accord avec lui d'ailleurs. Mais là, non, 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 parce que c'est pas se moderniser, contrairement à ce qu'on croit. Parce que le fait de critiquer ça, beaucoup de gens vont dire, mais t'es pas moderne. Non, je suis très moderne, beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Simplement, je suis aussi pour l'humanité. Et moi, je considère que tout ce qui met un frein sur l'autonomie de l'humain n'a aucune modernité. Parce qu'au contraire, c'est développer notre autonomie. Et on ne le fait pas. On nous impose des ceci et de cela, fais ceci, fais cela, mange ceci, mange cela, etc. On ne nous impose, on n'a rien à nous imposer. On n'a absolument rien à faire. On a au contraire à tout faire pour qu'on soit libre et autonome. Et c'est certainement pas avec ce genre de technologie avec qui on va être libre, autonome. Aujourd'hui, c'est la technologie sur qui tout le monde investit en ce moment. Allez-y, si vous voulez. Je ne sais pas si ça aura du cours dans les années à venir ou pas. Je pense que oui, parce que je crains que dans une notion de, comment on appelle ça, de nouvelle matrice dans laquelle on va rentrer, ça rentre totalement, à mon sens, dans les lignes. Mais ça ne rendra pas l'autonomie et la liberté de l'humain. Et ça, cela, je m'insurge complètement, et d'autant plus sur des esprits fragiles, des esprits qui ne sont pas encore formés, tels les enfants. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne peut pas fonctionner. Parce que les enfants, ils vont prendre ça comme un jeu, vont trouver ça rigolo, mais derrière, ils vont pas se rendre compte que ça va les détruire. Ça va détruire beaucoup dans leur psychisme, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leurs décisions, dans leur discernement entre le réel et le virtuel. Ils vont impacter le virtuel dans le réel et inversement. Et puis, je doute fort après qu'ils soient capables de dire ça c'est bien, ça c'est mal, parce que c'est open bar à partir du moment où on a un avatar. Et qu'on vit cet avatar. Et comme c'est open bar, il n'y a pas de limite. Et ce n'est pas quelque chose qui me semble être une liberté, ni dans la liberté de pouvoir dire, mais non, c'est pas bien de tuer. Mais ça, c'est pas grave, c'est un avatar, tu peux tuer. Mais non, c'est pas bien de tuer. Donc oui, c'est une déperdition totale de l'âme, de la conscience, de l'humain. Je suis totalement contre cela. Je trouve que ça n'est pas moderne. Du contraire, que ça pourrait même être archaïque. Et dans cet esprit-là, parce qu'on détruit totalement l'humanité, son âme et sa conscience. C'est très archaïque, je suis d'accord avec toi, c'est très très archaïque et c'est fait sciemment parce que c'est fait pour entretenir finalement une manipulation de masse. Et le développement de la technologie sert toujours finalement des intérêts économiques, financiers qui servent à cette manipulation de masse.
D'un point de vue, je dirais, un petit aparté, d'un point de vue religieux, ce qu'on appelle le développement technique et scientifique à l'extrême, qui a été initié à partir, on va dire, de l'ère des Lumières jusqu'à nos jours, et qui, je fais une vidéo sur Nostradamus en ce moment, donc j'ai étudié la question, et qui justement avait été prophétisé par Nostradamus, oui. Très intéressant, dans une lettre qu'il avait écrite au roi Henri II en 1558. Et en fait, il parlait de la déchristianisation de la France, et dans ce terme déchristianisation, il parlait en réalité du progrès de la technique et de la science qui est assimilé à la dimension dite luciférienne, dans un sens symbolique et psychique. Et en réalité, c'est ce que veulent faire justement tous ces gens qui tirent les ficelles, tout simplement parce que, pour revenir à ce que tu disais très justement, le progrès, c'est le progrès de l'esprit d'abord. C'est-à-dire, c'est finalement faire évoluer son esprit, donc travailler sur soi, investir sur soi. On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer. Et c'est d'abord ça, finalement, de faire tomber ses préjugés et retrouver de l'autonomie, comme tu dis très justement. C'est ça le vrai progrès. Le progrès qui est vendu de manière technologique, c'est de l'esclavage. Et les gens ne le voient pas. Au départ, c'est pris comme un jeu, mais c'est de l'esclavage. Et c'est justement parce que c'est pris comme un jeu que ça passe mieux. Parce qu'on le met dans la notion du ludisme. Et donc, les gens se disent, c'est la facilité. Tout ce qui est l'assistanat, c'est ce qui permet de dire, c'est comme, par exemple, tu as un autre... Tiens, un superbe avatar, c'est Alexia et Google et je ne sais plus quoi, là, tous les machins, là, j'ai pas chez moi, évidemment, qui ferment les volets, qui donnent la météo. Mais en fait, ils prennent toutes les informations, ils écoutent. Les gens ne savent pas, c'est qu'on vous écoute chez vous par ça et qui prennent toutes les informations pour mieux vous contrôler, mieux savoir ce qu'il faut faire et mieux apporter dont vous avez besoin dans leur vie ou ce que vous ne devez pas faire pour mieux vous contrôler. Vous ne comprenez pas. Et ça, c'est encore un avatar parce que c'est une boîte qui parle comme un être humain. C'est une forme d'avatar aussi qui prend le contrôle de vos vies. Alors que vous croyez que c'est un truc anodin juste pour avoir Internet connecté partout dans la maison et puis avoir une vie beaucoup plus facile. Plus vous transmettez le pouvoir à des machines de vos vies, moins vous en avez votre contrôle, moins vous êtes libre, moins vous êtes capable d'avoir du discernement, moins vous êtes capable de développer vos intelligences, moins vous êtes capable de contrôler vos émotions, moins vous êtes capable d'être libre de tout ce que vous devez vous méritez faire. Et donc, vous êtes complètement à côté de la plaque en termes d'être humain avec votre âme et votre conscience. Et vous ne flattez pas votre âme, vous n'aimez pas votre âme et vous ne développez pas votre conscience. Et c'est pour ça qu'il l'utilise dans cette notion de ludisme, que ce soit par une aide, par le jeu ou par quoi que ce soit. Et en effet, c'est ça. Et ça n'a rien de moderne. Pour moi, ça n'a absolument rien de moderne. C'est archaïque à souhait. On croit que c'est moderne parce que ça n'a jamais existé. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses bien plus modernes qu'on nous cache. J'en suis même persuadée. Et certainement pas ce qui nous empêche d'être libres. Pensez toujours avant de prendre quelque chose de pourquoi il y a autant de technologie aussi ou là. Regardez un truc, c'est un autre truc basique, la voiture. On dérive un petit peu de l'avatarisation, mais la voiture. On lui met de plus en plus de technologie pour en fait que vous n'ayez plus à conduire. Eh bien, regardez, les gens ne savent plus conduire. Ils n'ont plus de réflexes, plus rien du tout. Ce qui fait que ça peut créer des accidents inutiles bêtement parce qu'ils n'ont pas développé les réflexes, parce qu'ils se disent oh ben là, attends, là, lui, il a détecté que je suis à tant de mètres, donc il va freiner, et ainsi de suite. On se repose dessus. Moi qui risque d'acheter une autre voiture, là, parce que ma choupette, il faut que je la mette en demi-retraite. donc, je ne veux surtout pas d'une voiture avec plein de technologies, j'en veux pas. Moi, je veux piloter encore, je veux conduire encore, je veux être maître de mon véhicule. Je veux être maître de mon véhicule. Voilà, c'est des détails comme ça. Mais c'est toutes ces choses-là, tous ces assistants qu'on a créés que finalement, j'en arrive à cette conclusion-là tout de suite maintenant, que mes travaux de recherche sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel aujourd'hui, bien même déjà sur la voiture finalement. L'avatarisation se fait aussi sur la voiture, donc on est dans le réel. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un comportement se reproduit parce qu'on laisse un outil, nous diriger, nous guider et faire ce qu'on veut alors qu'on est dans le réel. Donc, on reproduit quelque part des comportements qui sont soutenus par quelque chose de virtuel. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Alors qu'il faut apprendre peut-être, et il faudrait peut-être apprendre, et ce sera peut-être la troisième partie de notre sujet sur l'avatarisation métaverse, plutôt que de tomber dans le piège du métaverse et finalement de cette technologie qui va rendre
plus esclave que libre ou qu'indépendant. Il y a une théorie très intéressante d'un écrivain américain qui est décédé en 1992, Michel Talbot, qui a fait appel aux meilleurs physiciens de l'époque, aux meilleurs philosophes, et qui a écrit un livre sur l'univers est un hologramme, livre que je vous invite à lire, et qui suggère finalement que nous serions nous-mêmes, en réalité, les avatars de ce qu'on pourrait appeler notre esprit, esprit avec un grand E, sous-entendu dans le sens que l'âme est un esprit incarné. Avec sa conscience. Avec sa conscience. Donc, nous vivrions en réalité, c'est-à-dire tout ce que vous verriez autour de vous, vos sentiments, sont liés à un immense jeu vidéo dans lequel vous êtes. Et il faut apprendre à avoir conscience. Il faut apprendre finalement à développer votre esprit, à abandonner vos peurs, à tisser du lien, à vivre l'amour finalement, et à le vivre dans le réel. C'est-à-dire, c'est comme si vous viviez ce jeu vidéo dans le réel. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Est-ce que effectivement, ça semble très plausible? Est-ce que ça te parle au fond du cœur d'abord? Et puis après, est-ce qu'on peut l'étayer après, ce sera peut-être dans une deuxième partie, sur des éléments factuels et sincères qui nous laissent penser qu'on est vraiment là-dedans? Moi, elle me parle parce que j'avais lu ces choses-là, mais alors je ne retiens pas les noms. Je lis des trucs aussi de droite et de gauche, des articles ou des vidéos ou parfois des livres. Et comme je disais, ayant un handicap visuel, donc parfois j'ai du mal à lire beaucoup de livres, ce que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, mais maintenant je suis plus dans l'audio et je ne retiens pas les noms. Donc j'avais lu cela et ça correspond à ce qu'on dit beaucoup par rapport à la 3D. Ça correspond énormément au fait qu'elle a été figée et elle nous empêche de vivre ce que nous sommes vraiment et ce que nous sommes capables de vivre. Peut-être différemment les uns les autres, ou peut-être des similitudes les uns les autres. Et là, pour moi, ça, c'est moderne. Ça, c'est vraiment moderne. Ça, c'est pas archaïque du tout. Pour moi, ça me parle. Parce que franchement, quand on y pense, est-ce qu'on est vraiment capable de vivre uniquement ce qu'on vit? Mais c'est triste. C'est terriblement triste ce qu'on vit. Très triste, oui. Regarde, quand tu regardes, on est toujours à l'électricité, on n'a pas beaucoup évolué sur plein de choses, on commence à parler de 5G. Moi qui ai des problèmes d'Internet ici tous les 4 matins, j'ai fait de la publicité à Orange, j'en refais, ça fonctionne très mal. Vous allez en Afrique, ça fonctionne mieux, on va se demander pourquoi. C'est qu'en Afrique, c'est arrivé dernièrement, mais est-ce que c'est moderne ça, tout ça? Est-ce que c'est vraiment? Pas forcément, parce que finalement, si on voulait vraiment être libre, pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne se téléporterait pas? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, là, on ne se dirait pas, tiens, je me barre, je vais à droite, à gauche, et puis je n'ai pas besoin d'un véhicule qui va polluer, je n'ai pas besoin d'un masque qui va me faire vivre cet environnement, j'y vais direct. J'y vais direct. Ça, c'est moderne. Ça, c'est vraiment mais avant-gardiste pour nous qui sommes là. Mais peut-être que finalement, on est fait pour vivre ça. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Alors que des outils, des machines pour nous embrigader, nous enfermer et tout, on n'est pas libre de se téléporter, on est libre. On fait ce qu'on veut, on y va, on n'embête personne et on pollue rien. En plus, t'imagines? Tu n'as pas besoin de te dire si ta voiture elle est en panne ou quoi que ce soit. Par les vibrations, il faut que tu sois en forme, tu te barres et tu vas là, tiens, mais ça tombe bien, j'avais envie de déjeuner avec vous. Et puis hop, mets-toi à table. Et hop, et puis on va chercher les trucs dans le potager et ainsi de suite. Ou alors on va aller chercher ailleurs en se téléportant parce qu'on se dit sur telle planète on est capable de faire ça. Je suis complètement folle dans ce que je dis peut-être, mais moi ça me parle. Ça me parle. Je suis désolée. Je trouve qu'on s'ennuie trop tel qu'on est dans les êtres humains. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. On a toujours les mêmes train-train. C'est vraiment pas rigolo. Est-ce qu'on est vraiment fait pour vivre ça? On impose des 35 heures, on impose plein de choses en fait, énormément de choses quand tu y penses. Tu ne fais pas livre de temps. Est-ce qu'on est fait pour ça? Moi qui viens de trouver ma maison, enfin, où je vais pouvoir recevoir aussi mes clients pour des salles de formation, je l'ai fait parce qu'il faut ça, mais sincèrement, j'ai mis du temps, j'ai eu du mal parce qu'il fallait que je me projette, alors que moi, j'ai envie de me projeter dans la téléportation ou ailleurs ou dans d'autres univers. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'on est encore limité à ça. On est encore limité. J'ai bien dit le mot limité. Et on est limité sur plein de choses. Ça, c'est pas moderne. Donc oui, j'aurais tendance à dire, j'y crois. Et je pense que oui, en effet, c'est quelque chose où, pour moi, on a de toute l'attitude de liberté. Ça, j'y crois. Mais tu sais, je pense que c'est... alors, pour donner des exemples, je pense, parce que je me suis intéressé un peu à la question, justement, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, les sorties de corps, qui expliquent qu'il y a des gens qui arrivent de manière volontaire à sortir de leur corps et donc à faire voyager leur esprit
ce qui, justement, attesterait de cette notion que nous vivons dans une espèce d'hologramme et qu'on est là pour, finalement, faire évoluer notre conscience. Et que c'est le but de l'incarnation. Vivre des expériences et faire évoluer sa conscience. C'est ça la vraie modernité. Comme si c'était un immense jeu vidéo, en fait. Il faudrait le prendre comme ça. Mais il y a des gens qui l'ont écrit. Un ancien, je crois, cardiologue, Ben Alexander, qui est aux États-Unis, qui a eu une grave maladie et qui a fait cette sortie de corps et qui n'y croyait pas. Il y a un célèbre psychiatre aussi américain qui s'appelle Raymond Moody, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie après la vie, je crois. Sous-entendu, la vie après la mort, c'est-à-dire comment en fait l'esprit continue à vivre. Et finalement, toute cette littérature est systématiquement mise au banc, décriée, tout simplement parce que, et on revient finalement à la source, c'est-à-dire elle nuit à des intérêts techniques, scientifiques, économiques, qui font qu'on ne veut pas libérer l'individu de son vrai pouvoir spirituel et psychique, mais qu'on veut l'asservir par la technologie. Et on le voit en ce moment même, hein, cette 4e révolution qu'ils veulent mettre en place, depuis le temps que les gens l'annoncent. Les complotistes, entre guillemets, ceux qui traitent de complotistes avaient raison il y a 2-3 ans déjà en arrière. Toi qui as participé à Hold Up, qui était une des thèses d'Hold Up, qu'il disait à l'époque, on le voit que c'est ça, c'est gros comme une maison. Mais les gens sont dans le déni encore. Oh oui, mais parce que c'est plus facile d'être dans le déni. Mais tu sais, moi, j'ai fait une décorporation. J'ai failli mourir une fois. Pas qu'une fois, Intéressant. d'ailleurs. Et j'étais au-dessus de mon corps. J'étais vraiment. Et quand tu dis ça aux médecins, ils disent oui, on entend des fois parler de ça. Mais ils ne savent pas l'expliquer, personne ne sait l'expliquer. Mais en fait, on vit à peu près tous la même chose. Parce que je l'ai lu, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, énormément de gens. Oui, oui. J'ai lu plusieurs livres là-dessus aussi. Et en effet, il y a énormément de gens qui ont témoigné. Y compris des médecins. Alors, je sais, le cardiologue me rappelle, le nom, je me rappelle, mais j'ai lu un autre livre d'un autre médecin aussi qui parlait de cela et qui parlait, lui, de ses patients qui lui en parlaient. Oui. Et qu'en effet, c'était quelque chose qui existait vraiment. Et moi, quand ça m'est arrivé, j'avais 30 ans. Hein, je vais en avoir 57 cette année. Donc, voilà, ça fait presque la moitié de ce d'années que j'ai vécu. Donc, ça date. Et c'était assez impressionnant. Et c'est quelque chose, en fait, tu ne peux pas en parler à tout le monde parce que on te prend pour une folle, on te dit que tu as halluciné, on te dit plein de choses, en fait, qui sont stupides, alors que non, Oui. parce que tu vis des sensations qui sont complètement différentes. Tu vis autre chose, tu te vois bien au-dessus. Moi, j'ai vu le voile, mais j'y suis pas allée. C'était pas mon heure. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Donc, mais en fait, c'est pour ça que je dis que c'est moderne, ces choses-là. C'est pour ça que ça, j'y crois. Parce que pour moi, il y a des tas de choses qu'on ne mesure pas parce qu'on nous a empêchés de les mesurer, qu'on découvre au fur et à mesure, qu'on découvre, parce que là, on arrive vraiment sur cette 5e densité, si on n'est pas au tout début, mais on est tous, ce que j'arrête pas de dire, on est tous en couche-culotte là, hein, parce qu'on va tous découvrir, hein, quels que soient nos niveaux, on est tous en couche-culotte. Et on va se découvrir justement qui on est, où on doit aller, comment on doit y aller, etc. Et que pour moi, la vraie richesse, c'est d'être capable de miser sur soi. C'est pas de miser sur justement une maison, une voiture ou tout ça. Je parlais, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais c'est de miser sur soi, de travailler sur soi. C'est développer à chaque fois sur soi. Ce que je dis dans certaines émissions, le français a du mal à faire ça. Ce que certaines cultures préfèrent investir sur eux que sur du matériel. Et ils sont justement beaucoup plus évolués et développés, alors que le français, ce qu'il aime, c'est l'assistanat et préférer s'acheter d'autres choses et pas développer son soi. Complètement. Et il faut développer par plein de biais, par plein de savoirs, par plein de connaissances, par plein de portes qu'il faut passer et à se laisser du temps pour avancer, pour évoluer, savoir dire on a eu tort parce que ça bouge et ça évolue tellement qu'on est capable de dire j'ai eu tort parce que hier c'était valable, aujourd'hui ça ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'on est en couche culotte. Voilà, on est tout simplement en couche culotte et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qu'il va avoir et on ne sait plus qui on est. Mais moi, il y a une chose, et je fais partie de ces gens-là tout comme toi, c'est que oui, j'y crois à la téléportation, oui, je crois aux hologrammes, et oui, je pense qu'on est dans un univers qui nous a été totalement dessiné, imposé, et avec lequel on joue, et on joue de nous, et on se joue de nous, et de notre âme et de notre conscience. C'est ça qu'on libère, c'est ça qu'on veut libérer. Et plus on libérera notre conscience et notre âme, plus on se déprogrammera, plus on se nettoiera, et plus on s'élèvera, chacun à sa façon. C'est des choses que je fais beaucoup en coaching, et les clients derrière, ils s'élèvent en effet.
Et ils partent vers d'autres directions pour s'en sortir, parce qu'ils veulent s'en sortir, et ils apprennent d'autres choses à droite, à gauche, ou ça transcende en eux directement. Enfin, il y a les deux. En général, il y a les deux. Mais chacun à son niveau, chacun en fonction de leurs attentes. Et voilà, ça monte et ça se libère. Parce qu'il faut vraiment nettoyer tout ça pour pouvoir s'élever. Et ça, j'y crois. Et ça, c'est moderne. Ça, c'est moderne. Donc, je suis archaïque, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Écoutez, j'ai peut-être presque 57 ans, mais je peux vous garantir que déjà, rien que le métier que je fais, et voir que moi, je m'ennuie en cybercriminalité parce que mes théories scientifiques ne sont toujours pas utilisées et étudiées en France déjà. Et dans la cybercriminalité en termes de défense, elles ne sont toujours pas utilisées. Alors, il y en a qui disent, si, on travaille avec l'humain et tout. Vous faites quoi avec l'humain? Vous faites quoi? Juste de dire, derrière le clavier et l'écran, il faut dire, bah, tu ne mets pas la clé USB machin, ou alors tu ne fais pas de tout, pas tes libelles et tout. Mais ne pas que ça. Ça suffit Il faut pas, détecter les cybercriminels. Voilà, exactement. Et un cybercriminel, je le rappelle, c'est un être humain, jusqu'à preuve du contraire. Et combien même il y aurait des algorithmes qui feraient des actes de cybercrime, eh bien, les algorithmes ont été faits par des cerveaux, donc des êtres humains. Mais on n'appréhende pas comme ça. Donc, moi, je m'ennuie. C'est super en retard. Depuis 2013, t'imagines, moi, je m'ennuie. J'ai tout d'avance. J'ai beaucoup trop. Tu vois, la théorie avatarisation qui date de 2013, on arrive à méta aujourd'hui. Donc, quand on voit que la cybercriminalité bouge tous les jours, donc forcément, je m'ennuie. Et alors, donc, je ne suis pas du tout un vieux crouton, hein, je le précise. Je suis plutôt bien en avance et sur beaucoup de choses. Et ce n'est pas méta qui va me faire triper. Mais alors, pas du tout. Metaverse, ça ne va pas du tout me faire triper. D'avoir eu ce masque et parce que c'était sur des tests qu'on faisait justement avec cette société, j'ai vu ce que c'était et je me suis rendu compte, ça fait à peu près 4-5 ans qu'il fait ça, je ne sais plus. C'était au tout début ou pratiquement au tout début en France. C'était rigolo, c'était sympa. Mais moi, je considère que transposer l'humain dans quelque technologie que ce soit, dans quelques environnements où on n'est pas libre, où on n'a pas la main, ça n'est pas moderne. Je m'en fiche de tous les gens que je peux me mettre à dos, j'assume mes propos, j'ai toujours eu beaucoup d'avance et je sais que dans quelques temps, on dira, elle avait raison. Enfin, on ne me le dira pas parce qu'on ne le dit jamais, mais elle avait raison. Si, je te le dirai. Toi, mais... mais c'est pas moderne. Alors que l'hologramme, c'est moderne. Que de considérer que la Terre... Tu sais, j'ai vu des vidéos où des gens disaient il n'y a pas d'arbres sur la planète. Attends, ça fait drôle. Hein. Et tu écoutes le truc, tu te dis, c'est pas idiot. Je sais pas comment on peut le produire, mais c'est pas idiot. Il y a toute une histoire qu'elle a mis dessus, elle expliquait il n'y a pas d'arbres. Et ouais, je t'assure, moi j'ai eu la même réaction que toi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne retiens pas les noms comme je te disais, mais si tu tapes sur Google, il n'y a pas d'arbres sur la planète, un truc comme ça, elle a dû faire 2-3 vidéos, et j'en ai vu qu'une. Et tu te dis, ouais, d'accord, tu regardes dehors, tu en vois plein partout, tu te dis, mais sa théorie est un peu particulière, il faut l'écouter et je vous laisse faire, on peut le trouver. Je vous laisse faire votre propre opinion. Je n'ai pas encore tout compris, je n'ai pas encore intégré, mais ça rejoint ce que tu dis. À l'hologramme, je pense que la théorie de l'hologramme est probablement celle qui est la plus proche de la réalité, je dirais, c'est-à-dire on vit dans une sorte d'hologramme, on ne le sait pas au départ, ou plus, c'est pas qu'on le sait, enfin si on nous l'a caché, je pense, parce que je pense qu'il y a des gens qui le savent, probablement, et c'est justement parce qu'ils le savent et qu'ils savent que les humains ont un pouvoir de l'esprit qui est très fort, très puissant, qu'en réalité, ils nous conduisent vers une société matérialiste et de la technique, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire une société finalement d'enfermement psychologique. Les religieux appellent ça la technique luciférienne, pour reprendre un terme célèbre et entendu par beaucoup de religieux. Mais en fait, c'est tout ce qui est de cette notion de matérialiste et qui est anti-spirituel. D'un point de vue philosophique, tous les grands philosophes antiques, on va dire présocratiques, pensaient et étaient même sûrs que l'âme, en réalité, était immatérielle et immortelle. Or, cette connaissance a été, à travers la religion d'abord, cachée, puisque en fait, on a fait croire que l'âme naissait avec le corps et elle mourait avec le corps. Oui. Mais on l'a fait croire exprès pour finalement pour manipuler et contrôler les gens. C'est toujours cette notion de contrôle et de manipulation. Et ils essaient toujours finalement le pouvoir de passer d'une forme de contrôle à une autre forme de contrôle. Et là, on voit qu'on essaie de passer, comme ils voient que les gens sont en train de s'éveiller en ce moment, c'est comme ça que je le vois, et qu'ils ont peur,
Et ils veulent passer à une société de tout contrôle technologique pour pouvoir mieux les contrôler. Parce qu'ils savent justement qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'en réalité, ce qu'on appelle le divin, c'est en chacun d'eux. C'est cette âme immortelle, immatérielle qui les anime. Et le but, c'est de se reconnecter à elle. C'est le vrai travail de modernité. Et donc de comprendre qu'on est dans un immense jeu vidéo, je dirais, fait de synchronicité, donc de rencontres charmantes, moins charmantes, mais qui à chaque fois reflètent quelque chose qu'on doit comprendre sur nous-mêmes et que l'autre doit comprendre sur lui aussi. Je le sens beaucoup comme ça un peu. C'est énormément ça. Et en plus, comme il le joue sur le jeu, et sans jeu de mots, eh bien, c'est la génération future qu'ils veulent mieux contrôler. Parce qu'ils se disent des gens comme nous, ça va être plus difficile. Et oui. Donc, comme nos enfants sont nés avec l'arobase, hein, exactement. Puis, nos petits-enfants sont nés avec le digital. Donc, enfin, en tout cas, de ma génération. Et du coup, on se retrouve avec des générations de jeunes et moins jeunes, enfin entre guillemets plutôt jeunes, parce que dans la trentaine c'est encore jeune, qui ne comprennent pas pourquoi Internet, le téléphone, ce serait dangereux pour eux. Pourquoi Meta, ce serait dangereux? Parce que pour eux, ça fait partie de leur génération. On leur a ultra moderne. C'est pour ça qu'on nous traite, nous, de vieux croutons. Mais non, ce n'est pas du ultra moderne. C'est de la pure manipulation, c'est du contrôle en effet de eux, mais c'est surtout de les emmener là vers eux, ceux qui la petite élite là, qui se prétend être une élite, qui dirige tout ça, qui ont décidé d'emmener vers ces personnes-là, et il n'y aura plus aucun contrôle de l'humain, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rien faire. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que on ne pourra plus acheter quoi que ce soit, on en parlait l'autre fois dans l'émission aussi avec Jean-Jacques Reffker, sans qu'il y ait l'autorisation de ces autorités de dire tu as le droit d'acheter, ou faire, ou véhiculer, ou aller à droite, à gauche. Vous ne pourrez, c'est ça, mais pire que ça même. Exactement. Ça. Donc, et accepter Meta, c'est accepter ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'action, elle s'est écroulée pour la montagne de sucre, là. Parce que moi, à chaque fois que j'entends le nom, il y a des noms comme ça. Moi, chez moi, alors, je ne retiens pas les noms, mais il y en a, je retiens, je ne sais pas, ça me. Alors, il y en a, j'adore, et je ne peux pas. Donc, la montagne de sucre, hein, parce que c'est ce que ça veut dire en allemand. Les actions ont chuté de façon considérable. Alors, est-ce que c'est un jeu d'OPA déguisé ou j'en sais rien? Moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est pas forcément pour quelque chose de négatif, parce qu'il faut toujours se méfier avec ces gens-là. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une vraie prise de conscience et dans ce cas-là, on est bon. Mais si ça n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience et que du coup, on est drôlement mal. Et puis nous, on a intérêt à se barrer vite et retourner à notre source le plus vite possible et de sortir de ce jeu-là dans lequel on vit, où on fait tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas, on n'est pas nous. Nous ne sommes pas nous. Et on ne sait pas qui on est puisqu'on nous a enfermés dans un univers que l'on prétend être moderne, industriel, développé, plus que certains pays. Mais je suis désolée, moi, pour avoir été en Afrique noire plusieurs fois, je trouve que les Africains sont vachement plus modernes que nous. Hein. Moi, je vous le dis franchement. Parce qu'eux, ils ont compris. Hein. Il y en a beaucoup qui ont compris. Hein. Alors, peut-être pas sur le smartphone parce qu'ils en sont dingues, mais surtout les jeunes, mais sur les anciens, en tout cas, ils ont compris. Croyez-moi, là, et puis la nourriture, c'est autre chose. Et puis, il y a d'autres peuplades. On ne parle pas de certaines peuplades que j'aimerais tellement découvrir dans nos univers que l'Afrique, où ils vivent vraiment de façon plus saine, plus simple, et ils ne se laissent pas abattre par ces choses-là, et ça se passe très bien, ils ne sont jamais malades. Ils ne sont jamais malades, ils vivent très bien, ils sont très élevés spirituellement. Ben, c'est ça. Et on veut les détruire. Pourquoi l'Amazonie, on a voulu la détruire du reste? Pourquoi? Bien sûr. Ben, les Indiens, ça a été ça aussi. Et voilà, exactement. En fait, tout ce qui est spirituel, on veut le détruire toujours et tout le temps. Voilà, depuis très longtemps. Alors que très longtemps. C'est sous prétexte que ce sont des gens, comment ils ont dit, arriérés, comment on appelle ça, des sauvages, là. Oui, les sauvages, oui. Je suis désolée, c'est nous les sauvages. Il faut arrêter les bêtises, là. Bien sûr. C'est n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir comment on a traité nos forêts, comment on a traité tout. Nos animaux, enfin tout, quoi. Il y a tellement de maisons en vente, je ne comprends même pas qu'on accepte de faire construire une maison. Je ne comprends pas. Il y a plein de maisons anciennes à vendre. Pourquoi on peut toujours les améliorer et tout ça? Pourquoi encore enlever un terrain qui peut servir pour la nature? Je ne comprends pas. Enfin bon, je suis archaïque. Non, je pense qu'on est très moderne, mais probablement trop moderne pour certains.
qui n'arrivent pas encore à saisir, qui ne sont pas extraits encore de cette dimension matérialiste et qui sont dans ce confort et qui ont peur de le perdre souvent. Et tout simplement, c'est souvent par peur, comme à chaque fois en fait. C'est tout simplement pour ça qu'ils préfèrent continuer à aller dans cet esclavage inconscient. Oui, c'est ça. Et c'est surtout parce qu'ils sont préconditionnés déjà depuis des générations par rapport à cet esprit manipulatoire qui n'est plus ni moins un contrôle de soi. Complètement. Et générationnel en plus. Donc, euh, revenir à l'essentiel, revenir à des choses basiques dans notre société, c'est beaucoup plus facile qu'on pouvait le faire autrefois où on avait tendance à traiter les gens de complètement fous. Moi, la première, quand j'étais jeune et que je voyais quelqu'un qui vivait complètement décalé, je me disais, je ne comprends pas, parce que je ne savais pas, parce que j'étais stupide, parce que j'étais Oui. sous contrôle, j'étais complètement débile. Et alors que c'était eux qui avaient raison. C'était vraiment eux qui avaient raison. Et Ouais. aujourd'hui, ça va, ça passe. Aujourd'hui, ça passe. Et autant développer encore plus, autant ouvrir des voies, autant, et je préfère à la limite même qu'on soit trop moderne et trop en avance, mais qu'on pourra se dire derrière, il y en avait qui l'ont pensé avant nous et qu'on les a traités de vieux croutons, mais finalement, ils avaient raison, malgré leur âge, ils avaient vraiment raison, mais par contre, que ce ne soit pas trop tard, que vous ne soyez pas comme ça. Parce que le jour où vous perdez totalement, je disais dans l'émission aussi de Jean-Jacques, gentiment tous invités, Jean-Jacques Crèvecoeur, qui a fait l'objet d'un. Voilà, encore une fois, l'avatarisation, c'est que YouTube a décidé. Tu vois, il y a un truc qu'on a vu avec une cliente, je fais un petit aparté, qu'on a vu avec une cliente, le nombre de pubs que j'avais sur mes vidéos, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de vues de citées. Quand je disais Ouais. qu'elles étaient bloquées. Tu vois, avant même que moi-même je puisse demander de l'argent dessus, ce que j'ai fait, mais en fait, j'aurais rien parce que bon, c'est tricher ça aussi, etc. Mais ça m'agaçait de voir des pubs alors que j'avais pas soi-disant le nombre, etc. Ben voilà, encore une saute. C'est des algorithmes qui décident de ta vie, qui prennent le contrôle de ta vie parce qu'on veut te Oui, c'est bloquer. toujours pareil. Ouais. Et la cliente, elle me disait, alors qu'on voit vos vidéos partout à droite à gauche, et on a l'impression que vous avez personne. Et je dis, oui, je sais bien, je suis au courant depuis très longtemps. Et ça fait partie de ces choses-là encore. C'est une forme d'avatar, quelque part, de dire l'algorithme va décider pour un être humain. Parce que je considère que l'avatar prend l'avatar prend la place d'un être humain. Oui, bien Tu sûr. vois, Bien sûr. c'est algorithmique. Et du coup, j'ai perdu le fil. Mais bon, donc, je sais Mais plus. non, En c'était direct. on est en direct. Non, c'est pas vrai, ce sera enregistré et diffusé. Non, mais en fait, tout simplement pour dire que effectivement, cette notion d'avatarisation, moi, j'aimerais simplement dire finalement comment arriver à en sortir, peut-être par de l'authenticité et de l'amour, et la compréhension justement que le monde, ou la sortie du monde juste, est celle de la compréhension qu'on est dans une vie un peu déjà qui est une forme d'hologramme, et que Ouais. comprendre que la vie n'est que ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des situations de vie qui nous renvoient à quelque chose qu'on doit apprendre sur nous-mêmes, en plus de ce qu'on apprend dans les livres, bien sûr. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous permettra de comprendre en réalité que la vie, l'incarnation, c'est d'abord quelque chose qui nous amène vers une évolution de l'esprit et pas vers une évolution de la technique, pas vers une évolution du matériel. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je pense que pour se sortir de l'avatarisation, il faut d'abord essayer de comprendre si est-ce qu'on ferait aux autres ce qu'on ne veut pas recevoir soi-même. Donc, c'est un mensonge, l'avatar. C'est un mensonge. Tout à fait. Sous quelque forme que ce soit, c'est un mensonge. C'est pas bien de mentir. Donc là, on n'est pas authentique, on n'est pas vrai. Et après, il faut le contrôler, ce mensonge. Ça veut dire que derrière, il faudrait être capable de se dire, je tiens la route sur mon mensonge. Or, on sait très bien qu'un mensonge ne tient jamais dans la durée. Jamais, jamais. Ça, c'est pas possible. On le sait toujours, même au niveau des affaires criminelles qu'on voyait autrefois, au niveau des clients, je le vois très bien. Les gens peuvent me la jouer comme ils veulent. Je vais pas leur dire qu'ils me mentent, mais je vais leur dire quelques mots pour leur dire, je sais, c'est bon, arrêtez. Mhm. Voilà. C'est très clair. À un moment, ça n'a aucune durée de vie, un mensonge. Aucune. Donc, et en plus, il faut le maintenir, il faut l'alimenter. Donc, ça devient compliqué. Donc, est-ce que vous aimeriez que les autres jouent des rôles contre vous et se jouent de vous comme vous le faites des autres, quelle que soit la façon dont vous le faites? Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, quand on voit sur Meta, c'est pourquoi c'est facile, pourquoi c'est ludique, pourquoi c'est accessible comme ça, pourquoi c'est drôle, pourquoi c'est gratuit. Parce que c'est vous le produit.
Voilà. Exactement. Alors que éveiller sa conscience, travailler sur soi, c'est un vrai travail qui n'est pas simple et qui demande beaucoup de choses et qui demande de faire parfois plusieurs formations, un travail sur soi, de décrassage, etc., etc. Et ça donne mal à la tête. C'est une façon de parler. Des fois, c'est vrai, ça donne vraiment mal à la tête. J'ai des clients, des fois, ils ont du mal. Ils sont tellement manipulés, ils ont du mal. On y va à leur rythme, ça, c'est pas très grave. Mais ils finissent par y arriver. Parce que il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est en eux qu'il y a les réponses. Moi, je suis qu'un marionnettiste. Je fais Exactement. tout pour leur donner. Je fais tout ce qu'il faut. Mais si eux ne veulent pas, si eux ne font pas, si ça ne résonne pas en eux, je ne le ferai pas pour eux, ni moi, ni personne. Et ça, c'est dur. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Donc forcément, c'est ce qu'on va nous empêcher de faire. C'est pour ça, les diplômes, ça, tout s'obtient facilement. Aujourd'hui, le travail, enfin, il y a des choses, pas le travail, il ne s'obtient pas facilement, mais ça s'achète un diplôme. Oui. Le travail, si vous êtes maqué avec un tel, vous finissez par en trouver un. Si vous n'êtes pas maqué, ben, vous n'en avez pas. On parlait de la science tout à l'heure. Eh bien, comme on sent des sentiers battus, forcément, on n'a pas la reconnaissance qu'on devrait avoir. On en parlait de notions de science, où c'est des choses qui ne nous autorisent pas à rentrer dans les moules parce qu'on ne rentre pas dans ce qui va me faire la modélisation, la facilité, l'aisance, le gratuit éventuellement. Vas-y, t'inquiète, je gère, on va trouver, t'inquiète, c'est facile. Il suffit que tu ailles dans ce rail-là et tout va se mettre en place. Mais non, la liberté d'avoir son âme et sa conscience totalement libres, parce qu'elles sont immortelles en plus. Donc, d'avoir ça, de pouvoir se l'octroyer, ça se travaille. Ça ne tombe pas tout cuit du ciel. Et ce n'est pas avec des subterfuges divers et variés qui sont ni plus ni moins des aides pour nous manipuler, nous encarquer, nous cloisonner, nous détruire d'une manière ou d'une autre qu'on y arrivera. C'est plus on se libérera de ça, et moins on y arrivera. C'est pour ça que je disais que les gens éveillés, je ne comprends pas que les personnes qui sont éveillées s'offusquent sur des choses qui sont matricielles. Si tu es éveillé, ne va pas dans la matrice, Oui, ne te préoccupe pas, ne donne pas d'énergie là-dessus, c'est ce que tu enlèves pour toi et c'est ce que tu leur donnes à eux. Ça ne fonctionne pas. Donc, commencer à travailler sur son âme et sa conscience, c'est enlever toutes ces chaînes au maximum de ce qui est lié à la matrice. J'ai bien dit au maximum parce qu'on ne peut pas tout faire encore. Mais chaque chose qu'on peut faire, c'est toujours une de prise. Complètement. C'est plus que l'on peut faire d'être autonome et d'être libre, nous autorise à dire je travaille aussi pour mon âme et ma conscience. Et à partir du moment où on donne de l'importance à des choses qui ne sont pas bonnes pour notre conscience et notre âme, même si c'est quelques secondes de trop. Je ne dis pas que c'est du 100% possible, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens éveillés qui prétendent être éveillés, qui prétendent travailler sur leur conscience et leur âme, et qui passent un temps fou à raconter des tas de choses qui sont liées dans les mainstreams divers et variés ou tout ce qui est lié à la cabale. Ça c'est pas congruent, comme on dit dans notre métier. C'est un vrai travail de travailler sur soi. C'est pas un truc qui... Et puis accepter humblement qu'on puisse se tromper parce que ça évolue trop vite. Et accepter aussi que quelqu'un d'autre fasse autre chose que on est capable de faire soi. Il y a un truc, tout ce qui est programmation pour moi n'est pas bon. Tout ce qui est croyance n'est pas bon. Il y a des choses que je vois même dans les façons de méditer et tout ça, moi, qui m'offusquent. Moi, ça m'offusque. J'ai le sentiment qu'on emmène des gens, pas à l'abattoir, mais allez, c'est encore une matrice pour moi. Mmh. Oui, je suis assez d'accord effectivement avec toi. Je pense que c'est un travail difficile. C'est pour ça que les anciens, enfin les philosophes, on va dire, toi tu prends l'exemple des chaînes, qui est très juste, de se défaire de ces chaînes. Eux parlaient d'arpenter la montagne. Quand on doit cultiver son âme, finalement, on arpente la montagne parce que c'est un effort, c'est compliqué, et que on sue, et que voilà, il faut se donner vraiment pour faire cet effort. Et enfin, moi, je suis en montagne, je peux dire on ne fait pas que suer, parce que quand il y a de la neige. Oui, parce que tu es déjà assez haut en montagne. Oui, je suis provisoirement là pour quelques semaines encore, oui. C'est pour le petit jeu de mots, mais c'est vrai. Mais je préfère la notion de chaîne parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'arpentage de la montagne, parce qu'en plus, même s'il y a des gens qui ne sont pas sportifs, ils arriveraient encore à monter. Alors que la chaîne, on n'arrive pas. Il faut l'enlever, la chaîne. À la briser, oui. Il faut la briser et c'est vraiment compliqué. J'ai ma chaîne qui n'arrête pas de jouer à côté. Et donc, c'est vraiment, vraiment compliqué de pouvoir briser ces chaînes parce qu'il faut déjà être conscient de les avoir.
On verra plus facilement la montagne à monter que les chaînes que l'on a là. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas qu'ils ont des chaînes. Non, bien sûr. Ça se rejoint, le discours se rejoint. Et on est vraiment enchaîné depuis quelques générations. Oh, j'allais dire, quelques générations, t'es gentil. Parce que je pense qu'on est enchaîné en réalité depuis, j'allais dire, presque plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire, c'est Oui, un conditionnement successif de génération en génération qui fait que ça ajoute des couches et malheureusement, toujours pour les intérêts d'une petite poignée, hein, et jamais pour l'intérêt de la majorité. Enfin, jamais pour l'humanité. Après, ils nous font croire toujours le contraire. C'est ça, parce qu'en plus, ce qui est impressionnant, c'est que c'est toujours en effet une poignée et nous, on est plus nombreux. Pourquoi on devrait les suivre? On est plus nombreux. Je ne comprends pas ça non plus. Quel est l'intérêt de leur donner de l'importance à les suivre alors qu'ils ne sont pas nombreux? Mais pourquoi on a peur de ça? C'est la peur, c'est quelque chose qui n'est pas logique, pas rationnel. Donc comme c'est pas rationnel et que les gens ne le sont pas rationnels, ils ne le savent pas souvent, ils se plient. Ils se plient même si c'est injuste. C'est comme ça qu'on est arrivé dans les pires atrocités dans l'histoire. La peur a toujours été un vecteur finalement de manipulation très fort. Et les pires horreurs ont été produites au nom de la peur. Hein. Eh bien, prenons exemple d'un arbre. Même si c'est un hologramme, l'arbre ne plie pas. Exactement. C'est puissant, les arbres. C'est très puissant. Mais parce que c'est bien enraciné. Voilà pourquoi c'est puissant. C'est-à-dire que c'est bien ancré au fond dans le sol. C'est-à-dire, du coup, ça a une âme, on pourrait dire, profonde, si on doit représenter la racine, finalement, comme l'âme de l'individu. Oui. Quelqu'un qui est déraciné, qui perd ses racines, perd son âme, finalement, et donc il flanche plus vite. S'il laisse des outils comme les méta ou d'autres outils prendre le dessus sur sa vie, comment veux-tu qu'il s'enracine? C'est du superficiel. Exactement. C'est totalement superficiel. C'est quelque chose qui est, comment dire, un subterfuge pour s'autoriser à vivre. On vit par procuration avec des choses qui n'ont aucun intérêt, qui nous apportent rien, si ce n'est éventuellement de l'aide, mais une aide qui est fictive, qui est contrôlée, qui est manipulée. Alors que c'est tellement meilleur, enfin je trouve que c'est tellement mieux quand on est libre. La liberté, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est extraordinaire, c'est que après, c'est difficile de s'accrocher sur des choses basiques. C'est vrai qu'après, on se dit, mais pourquoi ça? Il faut faire parce que c'est un peu comme ça. Mais il ne faut pas que ça nous impacte. Mais c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de prix. Mais c'est un vrai travail de tous les jours. De tous les jours. On n'arrête jamais. Et la montagne, au bout d'un moment, elle a un sommet. Tu me diras, on peut faire un versant. Ça peut être infini. Mais l'objectif, c'est quand même d'arriver au sommet pour mieux comprendre et avoir une vue d'ensemble. Oui, voilà. Dans ce cas-là, il faut grimper encore parce je pense qu'il n'y a pas de limite, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de limite. C'est nos limites. On nous a limités ici. On nous a limités pour plein de choses et on découvre enfin qu'il y a plein de choses qui bougent, qui se mettent en place, qu'on ne sait pas expliquer. Moi, je dis souvent, je n'ai pas les mots terriens pour ça. Et c'est vrai. Et je ne sais pas tout expliquer, mais et tant mieux. Et tant mieux. Parce qu'à la limite, comme ça, je ne le raccroche pas à une 3D. Mais on n'est pas... comment dire, pour moi, on n'est pas au bout du bout. C'est vraiment, c'est peanuts, voilà, en couche culotte. Je disais tout à l'heure, on est en couche culotte. Écoute, je pense que c'est très bien. On a quand même bien échangé sur ce sujet de l'avatarisation de méta et de notre finalement progrès à réaliser à tous, progrès sur la conscience, progrès sur l'esprit, qui est le vrai progrès et pas celui du matérialisme exacerbé, comme on l'a déjà, qui va conduire vers l'esclavage. Est-ce que tu as encore peut-être quelques mots à rajouter en guise de conclusion autour de ce sujet central et d'actualité? Moi, je pense que c'est très dangereux de tout ce qui se passe et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir énormément là-dedans et que je crois qu'il faut être congruent en phase avec soi-même. Si on a vraiment envie de travailler sur soi et d'être libre, il faut stopper ces choses-là au maximum dans notre environnement. Si en revanche,
on veut être assisté et d'aller dans ces univers-là, il faut qu'on soit conscient vers quoi on va. Il faut vraiment faire un état des lieux et être parfaitement conscient de ce qui va arriver parce que c'est une porte ouverte. C'est juste l'antichambre, une toute petite antichambre par rapport à tout ce qui va nous arriver derrière. Et à l'heure où on ouvre la planète telle qu'on l'ouvre aujourd'hui, ce serait vraiment dommage de plonger dedans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pour les jeunes générations, parce que ce sont des générations qui sont... On n'a pas le voir par rapport au Covid. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes qui se battent par rapport à cette situation qu'on vit en ce moment. C'est vrai. C'est pas très, il n'y a pas énormément de jeunes. Non, mais il n'y en a pas tant que ça. Et en tout cas, ils sont très infimes par rapport à des gens de plus âgés. Qui n'ont pas, comme si ça les intéressait pas, comme si on était stupide, comme si c'est normal d'aller s'injecter pour aller au cinéma ou je sais pas quoi. Voilà encore un côté matériel. Alors qu'il y a d'autres façons de regarder éventuellement un film. Hein. Bon, ben moi je pense que on devrait, oui, de vivre, surtout de vivre exactement. Le film qui est beau, c'est quand on est dans la nature et qu'on regarde la nature et on voit les animaux, ou on voit des traces, ou on entend des bruits et tout ça. C'est un beau film aussi. Très, très beau film, j'adore. Puis les lumières du jour qui bougent et tout. Bon, bref. Exactement. Ça, j'adore. De voir les plantes pousser, les animaux. Oui, enfin bon, c'est vrai que c'est mon truc, mais j'adore ça. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, il n'y a pas d'intérêt à cela et il y a un intérêt à être soi-disant moderne. Et j'aurais tendance à m'adresser à vous, les jeunes. Moi, je vous trouve plutôt des vieux crotons. C'est vous, les vieux crotons. Vous n'avez rien compris. Mais vraiment, vous n'avez rien compris. Et quand vous allez comprendre, j'ai peur que ce soit trop tard pour vous. J'ai peur que ce soit trop tard. Et comment ça va se passer après pour vos enfants? Si vous êtes autorisé à en mettre au monde. Parce qu'une fois que vous n'avez plus le contrôle, c'est eux qui décideront si oui ou non vous devez mettre des enfants au monde. Complètement. J'ai envie de dire, Moi, on va avoir le choix, un choix très restreint. Eux vont avoir un choix très restreint. Nous, on est dans la transition encore, mais c'est entre soit on va vers méta et une avatarisation totale et un esclavage total à la technologie. Ce serait une sorte de Bienvenue à Gattaca ou d'autres films un peu dystopiques où on va vous contrôler totalement. Soit on va vers une société où vous allez comprendre qu'on vit dans une forme d'hologramme et que en fait, vous devez travailler sur votre esprit pour vous reconnecter à ça et ce sera la liberté, la vraie. Oui, et vous ferez tout et n'importe quoi parce que vous irez au cinéma librement, mais vous verrez des films en grandeur nature qui seront certainement très différents. Et vous aurez une énergie libre pour faire n'importe quoi et on pourra se téléporter et on pourra faire plein de choses parce que l'hologramme, c'est une forme de téléportation. Hein, ah ben oui. C'est déjà une téléportation de l'esprit, hein. Tout à fait. Voilà, exactement, avec le physique que l'on a décidé d'avoir. Mais c'est exactement ça. Et on peut aussi avoir la téléportation physique qui existe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais je pense qu'on nous cache beaucoup de choses aussi sur ce sujet. Je pense. Et cette avatarisation prendra place de l'humanité. Et là, là, on est cuit. À partir du moment où on laisse la place à quelqu'un d'autre, que ce n'est pas nos cerveaux, notre conscience et notre âme qui agissent et qui font, à partir du moment où on le délègue sur un outil, c'est fini. Je pense qu'on peut terminer sur ces mots, effectivement. Méfiez-vous, si vous laissez trop de place à l'avatarisation et à la société technologique, c'est fini. Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir. Jeune, moins jeune, c'est le moment du virage, du grand tournant, comme on dit, qui ne sera pas le grand reset, mais le grand réveil. Et tu sais, ça fait des années qu'on prévient, ça fait des années que j'en parle, bon, tu le sais bien, on en a parlé au début, mais on s'était déjà dit tous les deux. Et je n'ai pas vu vraiment une grande évolution depuis toutes ces années qu'on en parle. Je suis les première à en avoir avisé. Pardon. Non, mais je dis c'est très bien, mais je pense que plus ils essaient d'avancer vers leur agenda et plus ils réveillent des gens aussi indirectement. Oui. Donc du coup, je me dis que restons positifs et disons-nous qu'effectivement, ça va aller dans le bon sens de toute façon et que... de toute façon, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, il y aura les deux mondes qui vont cohabiter. Il va y avoir les mondes des personnes éveillées et celles qui ne seront pas éveillées, et on va cohabiter. Donc pour moi, ça ne changera rien. Pour toi, ça ne changera rien. Complètement. Nous, on travaille et on œuvre pour réveiller des âmes et des consciences. Ils feront ce qu'ils voudront, c'est leur choix. Quoi qu'il en soit, c'est leur choix. On n'a même pas à critiquer. On les avise. Mais par contre, ne dites pas à nous qu'on est à côté de la plaque. Ça non. Parce qu'on a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que nous, on n'est pas à côté de la plaque. Pour étayer tout ce qu'on a dit, voilà.
exactement. Ouais. Ben, c'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce débat très riche sur ce sujet qui n'est pas forcément facile et qui nous engage fortement, mais on assume pleinement cet engagement sur un nouveau modèle de réflexion et de société. Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est d'ailleurs Et pourquoi je merci à pense que toi. ça a matché. Oui, bah oui. Oui, oui, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un sujet sensible, mais merci à toi parce que tu as le courage aussi de le faire et puis et d'avoir mis en avant une de mes théories scientifiques. Je crois d'ailleurs que c'est une des rares interviews, où, je crois même la seule, où quelqu'un me permet de parler d'un de mes travaux scientifiques. Je te remercie infiniment parce que pour le chercheur que je suis, eh bien, c'est important, même si on a brossé ça de façon générique, parce que c'est tout un chacun qui va l'écouter. Et tu m'as permis de le faire. Et pour un chercheur comme moi, surtout en France, je te remercie infiniment parce que c'est gratifiant. Merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Écoute, ça résonne, hein. C'était un sujet qui a résonné de suite. Ça correspondait en plus à des idées que j'avais déjà sur des sujets complémentaires. Donc, je pense que c'est important de donner la voix justement à des personnes comme toi, des chercheurs honnêtes, indépendants, qui sortent des sentiers battus, comme ont pu le faire d'autres. On a évoqué dans une précédente vidéo le professeur Montagnier, qui s'est fait descendre tout simplement parce qu'il sortait des sentiers battus. Je pense que la recherche, c'est justement le fait de sortir des sentiers battus et de rompre avec la doxa dominante. C'est pour ça que c'est important de te donner la parole et de donner la parole à des gens comme toi pour faire évoluer la pensée. Parce que le but, c'est ça, faire évoluer sa pensée. Mais merci infiniment en tout cas. Bien, merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir écouté cet échange jusqu'à la fin, encore une fois, j'espère. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, à mon avis, passionnant. On en a déjà préparé 2 en cours et je suis déjà en train de réfléchir peut-être à une autre vidéo qu'on pourrait faire justement pour les jeunes et essayer de les tirer un peu vers un nouveau modèle de société. C'est une très bonne idée. Merci, au revoir tout le monde. Je Au coupe. revoir.